merci d'être présent. On a dû reporter la conférence originale, malheureusement, puisque une de nos conférencières, Madame Thibodeau, a des problèmes de santé. Alors, merci à Marie-Ève du MAPAC qui va présenter la conférence sur les pratiques agro-environnementales et les expériences dans la région. Donc, dans le fond, comment je vais présenter les conférencières quand ils vont l'une à la suite de l'autre, quand ils vont commencer. Puis après chaque présentation, dans le fond, vous pourrez poser vos questions, commentaires, comme ça va être plus dynamique que seulement à la fin. Donc, c'est Camille qui va prendre les tours de parole en levant la main quand on va être rendu à la période de questions. Alors, Pascale Bilodeau est coordonnatrice de projet au Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent. Elle est biologiste spécialisée en écologie. Elle détient un bac en biologie et une maîtrise en sciences de l'environnement de l'UQAM. Avant de travailler au Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent, elle a travaillé pour plusieurs OBV et organismes à but non lucratif comme la Carole, le Comité écologique du Grand Montréal, en Bioterra et la Scabric. Elle a fait aussi 2 stages au ministère des Transports et travaillé aussi pour des consultants d'environnement. Donc, son parcours professionnel l'a amené à se spécialiser en caractérisation des milieux naturels, restauration d'habitats et gestion des espèces exotiques envahissantes. Elle travaille au Comité ZIP depuis maintenant 5 ans. Donc, elle va vous présenter le projet sur 3 espèces de poissons en péril dans la zone du lac Saint-François. Merci beaucoup, Priscilla. C'est ça. Merci beaucoup à tout le monde d'être présent pour notre conférence. J'espère que vous m'entendez bien. Il faut que tu partages ton écran. Oui. En effet, ce serait une bonne idée de partager mon écran si je veux que quelqu'un voit quelque chose. Partager. Share. OK. Parfait. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, c'est bon, c'est parfait. OK, parfait. OK, donc, je recommence. Je vais commencer par expliquer qui nous sommes, les 3 organismes qui ont développé le projet. Dans le fond, nous, on est le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent, qui est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1993. La mission de notre organisme, c'est la protection, la réhabilitation et la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent en collaboration avec les différents intervenants du milieu. Puis l'expertise comité ZIP est à la disposition des différents intervenants du territoire qui désirent réaliser des actions de protection, de réhabilitation, de conservation, de mise en valeur de l'écosystème. Puis on fait différents projets de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, d'acquisition de connaissances, de sciences citoyennes, éducation, etc. Le groupe Bioterra, je vais passer vite parce que Priscilla l'a déjà présenté en introduction, qui est aussi un organisme à but non lucratif fondé en 2002. Puis, leur mission, c'est de protéger la biodiversité, particulièrement les espèces fauniques floristiques en péril dans le sud du Québec. Ils font beaucoup d'ententes de conservation volontaire avec les propriétaires privés. Il y a aussi l'OBV Scabric, qui est la Société de conservation et d'aménagement du bassin de la rivière Châteauguay, qui est un organisme de bassin versant, aussi un organisme à but non lucratif. Puis leur mission, c'est d'améliorer la qualité de l'eau et des sols des bassins de la zone Châteauguay. Ils réalisent principalement des projets en lien avec l'agro-environnement, l'éducation relative à l'environnement, puis la conservation des berges, des milieux humides, des cours d'eau du territoire. L'organisme participe activement à l'accompagnement vers la mise aux normes des installations sanitaires de quelques municipalités du territoire, puis ils sont impliqués dans une communauté de pratique avec les 40 autres OBV du Québec. Donc, qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui ici? C'est notre beau projet d'acquisition de connaissances sur les 3 espèces
de poissons présentes dans le lac Saint-François et certains de ses tributaires, soit le brochet vermiculé, le méné d'herbe, ainsi que l'anguille d'Amérique. Dans le fond, le projet il est financé par le Fonds de la nature du Canada pour les espèces aquatiques en péril, le de pêche Océan et Canada et l'équipe de rétablissement des cyprinidés et petits persidés du Québec. Les objectifs du projet sont premièrement de préciser la présence et la distribution des espèces dans le lac Saint-François et certains de ses tributaires, et deuxièmement, de réaliser des actions de rétablissement pour ces espèces. La phase 1, qui s'est déroulée de 2023 à 2024, elle a permis, entre autres, de développer plusieurs plans, des plans d'échantillonnage pour les 3 espèces, un plan d'échantillonnage de l'ADN environnemental, aussi un plan de visite de certaines fosses septiques des canaux et des tributaires du projet. Ça a également permis de débuter une étude géomatique sur la turbidité et l'eutrophisation de l'eau. La phase 2, elle s'est déroulée de 2024 à 2025 et était plus axée sur l'acquisition de données terrain. Donc, il y a eu la réalisation d'inventaires histologiques dans des stations qui avaient déjà eu des inventaires ou des occurrences signalées il y a plusieurs années. Il y a eu aussi l'inspection de certaines installations de fosses septiques qui se trouvent près des cours d'eau ou près des habitats potentiels des espèces au lac Saint-François. L'étude géomatique sur la turbidité et l'eutrophisation de l'eau s'est poursuivie. Il y a eu également la prévision pour la coordination des activités de rétablissement et le recrutement des propriétaires chez qui on a fait des aménagements. Et la phase 3, qui s'est déroulée d'avril 2025 à mars 2026, a permis de continuer l'acquisition de données et de mettre en place les activités de rétablissement. Donc, il y a eu la réalisation encore d'inventaires histologiques dans les habitats potentiels. On a fait la réalisation d'échantillonnage d'ADN environnemental sur le terrain. Ça, c'est une étape qui était prévue en phase 2, mais elle a été reportée à cause de quelques petits défis qu'on a eus. Et aussi, il y a eu la réalisation des activités de rétablissement, dont la sensibilisation des intervenants municipaux sur l'entretien des cours d'eau et la protection des herbiers, la sensibilisation des agriculteurs sur l'amélioration des pratiques agricoles qu'on fait aujourd'hui, la sensibilisation des pêcheurs sur les espèces exotiques envahissantes et les espèces à statut, puis la sensibilisation et l'accompagnement à la mise aux normes des installations sanitaires des propriétaires qui ont eu une évaluation de leur fosse septique, et aussi l'aménagement de bandes riveraines chez les propriétaires. Donc, je vais vous présenter nos 3 espèces vedettes, dans le fond, qui sont le brochet vermiculé et le méné d'herbe. Le brochet vermiculé et le méné d'herbe, ils ont le même statut et partagent un habitat semblable. Donc, les deux sont désignés vulnérables par le gouvernement provincial et préoccupants au fédéral. Ces 2 espèces-là sont retrouvées dans des petits cours d'eau chaudes à des bilans à couleur claire, puis dans des étangs, des baies peu profondes, à peu près moins de 2 mètres, où il y a beaucoup de végétation aquatique et le sol est meuble. Il y a aussi l'anguille d'Amérique. Elle est j'ai pas mis à jour. Était en cours d'examen aux fins d'ajout à l'annexe 1 de la loi sur les espèces en péril, mais là, la décision a été prise et finalement, ils ont décidé de ne pas l'ajouter à l'annexe 1 de la loi. Dans le fond, ils ont décidé de prendre d'autres mesures pour essayer de protéger l'espèce. Donc, elle a vraiment un large habitat. Elle peut porter de différentes températures, des taux de salinité, puis vivre dans différents habitats. Donc, on a fait ce projet-là parce que, justement, les espèces ont des menaces à leur population, dont la destruction des herbiers aquatiques, qui a des conséquences négatives sur le brochet vermiculé et le méné d'herbe, puisque eux, ils utilisent les herbiers immergés comme aire d'alimentation, de reproduction, d'élevage des alevins pour le brochet, puis aussi pour s'abriter des prédateurs pour le méné d'herbe. Le couvert qui est offert par la végétation riveraine, lorsqu'elle est présente, bien sûr, permet la régulation de la température de l'eau. Il y a les racines des végétaux qui aident à contrôler l'érosion du sol, tout en filtrant les eaux de ruissellement provenant des terres agricoles qui contiennent de l'engrais, des pesticides et des sédiments. Donc, l'apport en éléments nutritifs est évalué à un degré de préoccupation élevé dans le plan de gestion du brochet vermiculé et du méné d'herbe. Le ruissellement de l'eau transporte les éléments nutritifs comme le nitrate et les phosphates qui proviennent de diverses sources,
comme l'épandage de fumier, les engrais agricoles, les effluents des stations de traitement des eaux usées et des fosses septiques défectueuses. Il y a aussi, en fait, cet apport de nutriments-là peut entraîner des conséquences négatives sur les cours d'eau. Il entraîne une augmentation de la croissance des plantes, qui entraîne une augmentation de la turbidité, ainsi qu'une diminution de la concentration d'oxygène dissous dans l'eau. Donc, même si le brochet ramiculé est tolérant à un faible niveau d'oxygène dans l'eau, s'il y a une exposition prolongée, ça peut avoir un impact négatif sur lui. Puis, un faible taux d'oxygène dissous, ça peut également entraîner la diminution de l'abondance de ses proies. Il y a aussi les espèces exotiques envahissantes qui pourraient affecter les espèces indigènes de diverses façons, notamment par la compétition directe pour l'espace, l'habitat, la nourriture, et par la la restructuration de la chaîne alimentaire aquatique. Voilà. Donc, la conférence d'aujourd'hui vise à parler de bonnes pratiques agricoles, qui sont un ensemble de méthodes qui visent à améliorer la production tout en réduisant les risques environnementaux et sanitaires. Donc, il y a plusieurs bonnes pratiques qui existent, telles que l'aménagement des bordures de champs pour les insectes pollinisateurs, la restauration et la protection des bandes riveraines, la création de haies brise-vent pour diminuer l'érosion des sols, l'agriculture biologique ou la réduction au minimum de l'utilisation des pesticides chimiques, la conservation des sols, la gestion des fumiers, des fertilisants, des pesticides, l'utilisation des semis directs, des couvertures de sol, des marais artificiels, des fossés végétalisés ou des étangs d'épuration. Donc, dans le fond, Mme Bernard va vous présenter quelques-unes des bonnes pratiques. Donc, juste avant de lui passer la parole, j'aimerais ça remercier tous nos partenaires sans qui le projet n'aurait pas pu exister. Et on ne serait pas là aujourd'hui pour en parler. Merci. Merci, Pascal. Parfait. Merci, Pascal. Est-ce qu'il y aura des questions à ce stade de la conférence sur le projet de Pascal en général, sur l'écosystème aquatique du lac Saint-François? Ou pas de questions. S'il n'y en a pas, on va passer à Marie-Ève. Oui, Et puis là, excuse-moi, moi je sais pas comment, j'avoue que j'ai pas checké le réagir. Comment, là, dans le fond, Pascal t'a présenté Oui. tout ce que vous avez fait, mais dans les prochaines années, c'est quoi vos projets dans le coin? Dans le fond, là, on a eu une autre contrepartie pour continuer un peu le projet, continuer de faire des aménagements de bandes riveraines chez les propriétaires et de la sensibilisation. C'est sûr qu'on aimerait ça mettre aussi en place d'autres projets qui ressemblent à ce qu'on vient de faire pour sensibiliser beaucoup les gens puis acquérir d'autres connaissances sur les espèces menacées. Est-ce que vous êtes capable de, tu sais, l'inventaire, est-ce que c'est sûr que là, l'été passé, c'était très, très sec, là, fait que les petits poissons dans Ouais. les cours d'eau ont dû souffrir pas mal, là, du manque d'eau et de la chaleur, vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau, mais est-ce que, dans le fond, est-ce que vous êtes capable de faire un certain suivi, mettons, sur les entreprises qui ont fait des aménagements il y a très longtemps ou il y a même juste 3 ans, puis de voir est-ce il y a quand même un impact ou c'est vraiment plus sur du long terme que vous allez pouvoir voir les impacts de ces mesures-là? En fait, c'est sûr qu'il faudrait comme faire un projet de suivi de tous les aménagements, parce que souvent, pour les suivis, il n'y a pas de temps de financement. Mhm. Je peux peut-être laisser Priscilla aussi en parler un peu. Oui, c'est ça. On peut pas faire de suivi parce que le ministère de l'Environnement, dans le fond, il devrait faire des suivis de qualité de l'eau, mais il y a tout le temps réduction de budget. Fait que malheureusement, ça nous permet pas de faire le suivi. Donc, il faudrait que le ministère de l'Environnement, dans le fond, conserve sa mission de suivi environnemental. Présentement, malheureusement, à cause des coupures budgétaires, on peut pas faire de suivi là, de Ouais. qualité de l'eau pour déterminer vraiment si ça a, dans le fond, les travaux d'aménagement, ça a un impact sur vraiment sur la qualité de l'eau, malheureusement. OK, merci. De façon scientifique. Ouais. Pour l'instant, il faudrait vraiment que le ministère fasse son travail. j'ai une autre question de Bethany. Martin, après, je vous passe la Oh, parole si ça ok. vous va. Bethany, tu peux ouvrir ton micro et y aller. Merci. Oui, ma question porte sur
l'aménagement des bandes riveraines aussi. Je voulais savoir comment est-ce que vous trouvez les personnes qui sont volontaires, que des propriétaires qui sont volontaires pour ce genre de travaux. Puis, est-ce qu'ils s'impliquent aussi dans les aménagements ou est-ce que c'est une équipe dans Bioterra qui vient là ou la comité ZIP? Oui, en fait, ben, on avait justement dans la phase 2 un volet de recrutement des propriétaires. Donc, on a fait des kiosques un peu partout pour parler aux gens, essayer de les recruter. On a fait aussi des envois postaux plus ciblés parce que c'est sûr que on voudrait bien restaurer toutes les bandes riveraines de tout le lac Saint-François au complet, là, mais il fallait cibler plus, dans le fond, les endroits où nos espèces sont présentes, où on a fait nos inventaires aussi. Puis, on a fait aussi beaucoup de partage sur les réseaux sociaux. C'était du bouche à oreille aussi. Les propriétaires, dans le fond, il y avait une visite du comité ZIP et en Bioterra pour faire un petit sondage au début, voir quel genre d'aménagement ils préféraient, quel genre de plan ils préfèrent aussi, voir après ça, nous, on a fait les plans d'aménagement. Puis, c'est sûr que tout était payé par le projet. Nous, on a fait les aménagements avec Ambioterra après. Puis, les plantes étaient payées, nos heures, évidemment. Puis, c'est sûr que les propriétaires, ils ont un gros impact pour la suite du projet, dans le fond, si ils prennent bien soin de leur bande riveraine, puis qu'ils la protègent. Puis juste pour compléter, tu demandais est-ce que les propriétaires participent à ce processus? Ils participent par exemple dans le design de la bande, où est-ce qu'on va la mettre, le choix des plantes aussi. En fait, ils peuvent, comme ils ont quand même le droit d'interroger le projet, puis de l'ajuster en fonction des caractéristiques de leur propriété. Puis c'est ça. On était assez conciliants puis souples pour travailler avec eux là-dessus. Ouais. On leur a Parfait. présenté les plans, puis ils nous donnaient des commentaires, puis on a changé des choses là, pour que tout le monde soit satisfait. Martin? Je veux savoir dans quelle partie du lac vous avez échantillonné ou établi ces projets-là. Oui, en fait, c'était le lac Saint-François, c'est sûr que c'est quand même grand. Et j'avais une carte au début de ma présentation. Je peux la. Ouais, elle est petite un peu. Je vais la représenter. Partage, partage. Dans le fond, c'est la carte qui est ici, là. Je sais pas si ça doit être vraiment On la petit voit pour pas. vous. Non, On la voit pas. on la voit pas. Non. Non, T'as partagé ton écran? que j'ai fait. Oui, j'ai partagé mon écran. Bon, prise 2. Voilà. Ça. Share. Ici. Share. Ouais. Ah, on va la voir. Ouais, parfait. Oui, ok, c'est bon. C'est ça, bon, la carte est un peu petite, mais dans le fond, on a regardé les occurrences qu'il y avait déjà eu d'inventaire du MPO. On a regardé aussi les occurrences qu'il y avait sur le CDPNQ. Puis, nous, au comité ZIP, on a fait un projet de caractérisation de l'habitat du poisson en 2021. Puis, mon collègue Guillaume avait fait des cartes de l'habitat potentiel de certaines espèces. Donc, on y est allé aussi avec ça. On a choisi à peu près 10 tributaires et différents endroits, mais vraiment un peu partout, quand même dans le lac Saint-François. Un peu plus à rive sud que rive nord, mais on a essayé d'aller un peu partout. Mais principalement, dans le fond, les endroits où on retrouve du brochet vermiculé, il y en a seulement à Dundee puis Saint-Anicette. Ouais. Et puis, on a essayé d'autres stations exploratoires pour en trouver d'autres, mais on n'en a pas trouvé d'autres à d'autres endroits. Donc, c'est surtout, c'est ça. Puis, c'est le seul endroit hein, où le brochet vermiculé est retrouvé au Québec. C'est seulement à Saint-Anicette et à Dundee. Oui. Puis, on en a trouvé un dans la phase 2. Un petit brochet vermiculé. Ok, si c'est bon pour les questions, Priscilla, tu peux y aller pour la présentation.
Oui. Alors, notre prochaine conférencière, Marie-Ève Bernard, détient un baccalauréat en agronomie de l'Université Laval et une maîtrise en sciences du sol de l'Université McGill. Elle a travaillé en recherche en grande culture à l'Université Laval jusqu'en 2014, ensuite dans un club conseil et dans le réseau Coop en agro-environnement. Elle a également enseigné à l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec et a joint le MAPAC en 2020 pour travailler davantage en santé des sols. Et c'est de ça qu'elle va vous parler à l'instant. Alors, merci Marie-Ève. Oublie juste pas de rouvrir Oui, ton micro. c'est ce que je me suis rendu compte. Je me suis concentrée sur la présentation, puis là, finalement, je fais, hey, Elle est mon là. micro. En tout cas, la présentation est là et elle est en grand écran. C'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon, parfait. Fait que là, c'est ça, il y a comme une superposition dans mes écrans en bas, mais c'est pas grave. Donc, merci de l'invitation. Je suis vraiment contente d'être là. C'est toujours vraiment un bonheur pour moi de parler de santé des sols, de qualité de l'eau, parce que pour moi, oui, je suis spécialisée en sol, mais j'ai travaillé dans le cadre de mes mandats au MAPAC, là, dans différents projets justement en lien avec comment on peut améliorer la qualité de l'eau dans les cours d'eau. Je travaille beaucoup dans la baie Missisquoi avec le projet Castor. Puis à chaque fois, on parle, oui, de la qualité d'eau, mais ça revient toujours à comment est-ce qu'on peut améliorer finalement les pratiques agricoles parce que quand on améliore la santé de nos sols, c'est directement corrélé quand on améliore la santé des sols avec des meilleures pratiques en agro-environnement, ben on va aussi améliorer la qualité de l'eau. Fait que moi, c'est sûr, je vous parlerai pas tant de bandes riveraines parce que ça, pour moi, c'est la base. Il faut qu'on ait des bandes riveraines. Tant mieux s'ils sont élargis, tant mieux s'ils sont aménagés avec des arbres, des arbustes. C'est pas mon domaine d'expertise, mais pour moi, ça, c'est super important, mais pour moi, c'est le dernier rempart. Avant tout ça, il faut travailler en amont dans le champ puis d'essayer d'améliorer tout ce qu'on peut faire dans le champ. Donc, le pourquoi moi, je travaille beaucoup en santé des sols pour que s'il y a une particule d'eau ou une particule de sol qui se ramasse dans la bande riveraine, ben ça, c'est le dernier rempart avant qu'elle se rende au cours d'eau pour pas qu'elle soit érodée. Fait que moi, je vais vraiment plus vous parler de qu'est-ce qu'on peut faire dans le champ pour améliorer la qualité de l'eau. Donc, qu'est-ce que je vais vous parler? Je voulais aussi revenir un peu à la base de c'est quoi un sol parce que, tu sais, l'agriculture, on fait des choses extraordinaires. Les producteurs, depuis plusieurs années, font plein de belles choses, mais des fois, même les producteurs, il faut que des fois, je les ramène à c'est quoi un sol puis c'est quoi la santé des sols, on part de où? Fait qu'on va revenir un peu à la base. Là, OK, c'est ça. Est-ce que vous voyez mon petit curseur rouge? Je vois juste, je vois un petit pointeur. Bon, il y a plein d'options Oui, là-dessus, mais on le voit. On ah, voit OK, un bon, c'est petit. bon. Je vais avoir un Ouais. petit pointeur si jamais j'avais besoin de pointer des choses. Les bienfaits aussi d'un sol en santé, on va parler de ça. Puis par où on commence, dans le fond, c'est quelles pratiques il faudrait mettre de l'avant justement pour éventuellement améliorer la qualité de l'eau. Fait que tout en ayant aussi, tu sais, dans le fond, mon but, moi, quand je travaille avec les producteurs en santé des sols, c'est jamais de dire, ben, ça se peut que tu aies des baisses de rendement, ça se peut que tes rendements diminuent. Non, tu sais, quand on travaille en santé des sols, ce qu'on veut, c'est que les rendements restent les mêmes et surtout se stabilisent dans le temps. Puis on va faire avec une petite conclusion. Donc, les sols, qu'on soit en Montérégie-Ouest, en Montérégie-Est, en Europe, en Afrique, en Asie, peu importe, les sols sur la planète Terre là, sont constitués de trois éléments. Il y a, dans le fond, il y a toute la partie minérale qui est composée de sable, limon et d'argile. Et ça, c'est lié à la texture de sol. Puis ça ne se change pas avec le temps. Si on cultive un sol argileux, ça va être un sol argileux toute la vie que nous, on va la cultiver, puis que la relève également. Ça ne change pas. Par contre, c'est tout comment ces particules-là vont s'agréger ensemble pour faire des agrégats, que ça, on a un pouvoir en agriculture. Fait que le minéral, là, prend dans un sol en santé environ 50% du volume. Puis le reste, ben, c'est occupé par l'eau et de l'air. Fait que quand on a un sol en santé, ben, au printemps, pendant l'été, l'automne, si on a des périodes importantes d'eau, de pluie, ben, l'eau va être capable de s'infiltrer dans le profil de sol. Euh, mais si on a un sol en mauvaise santé, ce qui arrive, c'est que l'eau est pas capable de s'infiltrer, fait qu'elle va ruisseler à la surface du sol. Puis l'autre chose aussi que je tiens à dire, c'est que même dans les sols les plus en santé, ça arrive qu'on a du ruissellement, ça arrive qu'on a de l'érosion parce qu'il y a des conditions où l'eau ne rentre pas. Là. Dans les sols gelés, dans les sols en forte pente, on risque quand même d'avoir de l'érosion, même avec les meilleurs sols puis les meilleures pratiques. Fait que c'est sûr que on peut pas éviter toute érosion, mais on peut quand même essayer de la diminuer. La portion air ici, elle est extrêmement importante. Pourquoi? Ben, c'est qu'un sol, c'est vivant. C'est composé, oui, de matières minérales qui sont inertes,
mais il y a aussi énormément de vie dans le sol. Puis comme nous, ben, ces micro-organismes-là, ces insectes-là ont besoin d'oxygène pour vivre, pour se reproduire. Fait que l'air, elle est extrêmement importante dans le profil de sol. Dans un sol en santé, là, c'est à peu près 50% qui va être occupé par l'eau et l'air. Là. Donc, tout dépendant, il pleut, on a une période de sécheresse, ça va varier, mais on a environ 50% de l'espace qui va être occupé par l'eau et l'air. Puis on a la matière organique ici, qui est extrêmement essentielle, qui est le garde-manger des sols. Quand on parle de santé des sols, en fait, il y a trois aspects qu'on doit regarder en même temps. Tout ce qui est la physique des sols, c'est comme je vous parlais, on a des particules de sol minéral, on a de la matière organique, mais comment tous ces particules de sol-là vont s'agréger, vont se mettre ensemble, ça, c'est tout ce qui est la physique du sol. Donc ça, c'est super important, puis on le réalise de plus en plus à quel point elle est importante. Parce que en agriculture, on a beaucoup travaillé sur améliorer la chimie, la fertilité, en apportant des fumiers, en apportant des engrais minéraux, des MRF et tout ça. Puis ça, on le contrôle bien. Là. Nous, comme agronomes, comme intervenants en agriculture, là, quand on reçoit une analyse de sol, on est vraiment capable de la comprendre, de l'interpréter. Puis surtout, on a des solutions rapides. Il manque, mon pH est bas, je vais racheter de la chaux. Et mon phosphore est bas, je vais racheter du phosphore, je vais apporter des fumiers. Tu sais, on a des réponses faciles à apporter aux producteurs. Par contre, tout ce qui est le côté de la biologie, dans le fond, ça, c'est là où on la, est plus difficile à interpréter parce qu'on la voit pas toujours. Là. On n'a pas une capacité avec nos yeux d'observer des bactéries, puis des champignons, puis des mycorhizes. Par contre, cette section-là, elle est extrêmement importante, puis on doit commencer à plus s'y intéresser parce qu'elle a un lien avec la chimie, puis elle a un lien avec la physique. Si on a un sol qui est mort, qui n'a pas de vie, ben, on n'aura pas d'échange avec les micro-organismes puis la plante pour capable de fournir l'azote, le phosphore, le potasse. Puis à l'inverse, tu sais, si on a un sol si on a un sol qui est en mauvaise santé physique, donc qui est compacté, ben on n'aura pas beaucoup de biologie parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'air. Fait que tout ça, là, ces trois aspects-là, physique, chimique, biologique, sont extrêmement importants pour la santé des sols en général. Donc, c'est vraiment ces trois volets-là qu'on doit travailler pour améliorer la santé des sols et la qualité de l'eau dans toute la Montérégie au complet. Puis pour des gens qui travaillent pas beaucoup en sol, des fois, ça peut être intimidant d'aller creuser dans les profils de sol puis d'aller évaluer si le sol est en santé. Ici, là, je vous ai mis deux photos de sol là, que j'ai vues dans les dernières années. Puis, tu sais, je pense que même en n'étant pas des experts en santé des sols, je pense que vous êtes toutes capables de me dire dans quel type de sol est-ce que vous seriez plus heureux ou heureuse de pousser. C'est évident, en tout cas, j'espère que c'est dans le sol ici que c'est plus évident de pousser, plus heureux de pousser. On le voit là, on dirait qu'on sent qu'on serait bien dans ce sol-là, alors qu'ici, on voit les blocs. On voit que ça a l'air massif. Fait que, tu sais, des fois, là, puis vous travaillez pas nécessairement tout près du sol, mais c'est ça que j'essaie de sensibiliser les producteurs, les agronomes, c'est ayez pas peur de creuser. À chaque fois qu'on creuse, on trouve des choses intéressantes, puis il faut pas avoir peur de creuser puis d'aller comprendre ce qui se passe. Parce que la première chose, puis en fait, c'est la conclusion, mais ça devrait dû être l'introduction, c'est qu'avant de vouloir changer puis d'implanter des pratiques agricoles chez les producteurs, ben, il faut savoir de où on part. Puis si on part dans un sol comme ça, on peut implanter presque n'importe quoi. Si on part dans un sol comme ça, ben, on risque d'avoir un petit peu plus de béquilles dans notre chemin, puis un petit peu plus d'embûches dans notre chemin pour essayer d'implanter des pratiques, puis de réussir surtout dans nos pratiques. Fait que la priorité, là, moi, je trouve, c'est de comprendre de où on part pour savoir jusqu'où on peut aller avec nos producteurs. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'on viserait avoir un sol en santé? Ben, pour moi, là, j'en sors à peu près cinq raisons, là, mais il y en aurait beaucoup plus. Après ça, on va aller vraiment plus de pratiques dans les pratiques agricoles. Pourquoi avoir un sol en santé? Ben, c'est qu'il y a plus de matière organique vivante, là. Ici, j'aurais dû dire vivante et utile, là. Donc, plus de matière organique, ben, c'est plus de carbone, mais c'est aussi moins besoin d'avoir des intrants chimiques qui proviennent de l'extérieur. Puis surtout dans des temps comme ces temps-ci où on sait que le prix du carburant, le prix des engrais augmente, ben, les producteurs qui ont mis en place des bonnes pratiques en agro-environnement ce printemps sont beaucoup moins inquiets sur leur fourniture d'azote parce qu'ils savent que leur sol va être capable de fournir beaucoup plus de fertilité pour la culture cette année. Donc, vraiment, ceux ça fait 10, 15, 20 ans qu'ils travaillent en agro-environnement, santé des sols sont, en tout cas, de ce que j'entends, oui, ils ont des inquiétudes, mais beaucoup moins que ceux qui sont complètement dépendants des engrais minéraux. Ça, c'est sûrement le point qui vous intéresse le plus pour ceux qui travaillent justement en qualité de l'eau dans les cours d'eau. C'est quand on a un sol en santé, on a une meilleure infiltration. Quand je vous ai montré tantôt là, les deux sols, imaginez encore, moi j'en ai toujours à imaginer s'il y a une goutte d'eau qui tombe sur le dessus de ce sol-là,
c'est quoi la probabilité qu'elle descende dans le profil de sol? Ben, elle est beaucoup plus élevée à droite qu'à gauche. Fait que puis ça, c'est dans les périodes où il y a de la pluie. Mais il faut penser aussi aux périodes où il n'y a pas beaucoup d'eau, comme l'été 2025. On a vu tout de suite les champs qui étaient en santé au courant de la sécheresse. Ils étaient en meilleure santé. Le maïs et le soya étaient beaucoup plus verts et ils n'étaient pas roulés. Ils roulaient beaucoup moins lentement que dans les champs qui avaient de la compaction. Ben, tout de suite, le maïs, lui, il était en mode panique puis il se roulait. Donc, le fait d'avoir un sol en santé nous permet aussi de retenir de l'eau dans les périodes plus sèches, là. Donc, toute l'eau qui réussit à s'infiltrer, quand elle se rend jusqu'au drain, elle est de meilleure qualité que l'eau qui ne fait que ruisseler à la surface du sol. Donc, il faut vraiment améliorer l'infiltration. Puis comment on fait ça? Ben, il faut avoir plus d'agrégats de qualité. Donc, les agrégats, là, c'est les petites mottes de sol, là, qui sont toutes regroupées ensemble. Puis ici, à droite et à gauche, là, vous voyez, c'est un tube qui est rempli d'eau. Puis on a un petit grillage en haut ici où on a déposé du sol. Vous voyez, à gauche, là, il y a l'eau, elle est claire. Puis ça, là, c'est des échantillons qu'on a mis en même temps dans les deux tubes. Donc, à droite, là, aussitôt qu'on a eu un contact avec de l'eau, le sol, c'est comme désagrégé, puis tout descendait dans le fond de mon tuyau. Alors qu'à gauche, ben oui, il y a quelques mottes de sol qui s'est ramassé dans le bas, mais c'est comme s'ils restaient en agrégat et pas, ils se désintégraient pas en poudre, là, en particules de sol. Donc, ici, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une meilleure stabilité des agrégats. Donc, quand ils sont moins stables comme ça veut dire aussi que l'eau qui va rentrer dans le profil de sol, ben, elle partira pas avec des particules de sol en même temps. L'eau va s'infiltrer, puis les particules de sol vont rester en surface. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles, là. L'autre chose qui est aussi intéressante, justement, on parle de qualité de l'eau, mais la qualité de l'eau va amener aussi une meilleure biodiversité dans le cours d'eau, plus de plantes différentes, plus de poissons, plus de biodiversité animale, mais elle va aussi apporter plus de biodiversité en amont. Dans le champ, là, on observe une plus grande biodiversité en termes de bactéries, de champignons, d'insectes, de toute la macrofaune, microfaune qu'il y a dans les sols. Puis surtout, ce qui est intéressant pour les producteurs, ce qu'ils vont voir, eux autres, à court terme, oui, tout ça, mais c'est moins tangible que quand on leur parle de stabilisation des rendements. Souvent, ceux qui font des bonnes pratiques en agro-environnement depuis plusieurs années, ce qu'ils disent, c'est que moi, je fais pas des records de rendement, mais dans les moins bonnes années, mes rendements ne descendent pas aussi bas que certains producteurs. Fait qu'il y a comme une stabilisation des rendements. Fait qu'ils font pas des super rendements, mais ils font surtout pas des mauvais rendements. Fait qu'il y a une stabilisation, une meilleure prédiction des rendements avec le temps. Donc ça, c'est tout, je trouve, des arguments intéressants là, pour essayer de travailler un petit peu plus en santé des sols. J'ai ressorti le simulateur depuis. Ça, c'est un simulateur qu'on utilise justement dans nos caravanes santé des sols. Je vais vous le faire rouler un petit peu en espérant que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne bien, je pense, pour vous. Je vais vous l'expliquer un peu juste parce que de voir comment vous voyez, il y a cinq types de sols, puis il y a de l'eau qui tombe à peu près à 1 mètre au-dessus des échantillons du simulateur de pluie. Puis on a des bouteilles qui récupèrent l'eau d'infiltration, puis l'eau de ruissellement. Fait que ça, on le fait rouler là, un bon 3-4 minutes. Puis il y a des petits plexiglas là, sur le dessus des triangles, des triangles là, pour pas que l'eau de la pluie tombe directement dans le bac, là. Donc ça, c'est un simulateur qu'on utilise parce que quand on parle de santé des sols dans nos caravanes, je trouve que c'est un excellent mise en bouche là, pour la journée. Fait que je veux pas qu'il reparte. Donc, le simulateur, depuis le voyez, on prend toujours des échantillons de la ferme où c'est qu'on est. Donc, on prend un échantillon de sol à nu, donc soit un entrerang de maïs, un entrerang de soya ou des parties de champ qui sont pas semées. On va reprendre un même échantillon, mais là, on se traîne toujours une petite poche de paille de blé ou de résidus de maïs là, qu'on met sur le sol. Donc ça, c'est le même sol, mais la seule différence, c'est qu'il y a des résidus. Après ça, on va aller chercher un échantillon. Puis ça, c'est vraiment des échantillons de sol non perturbés, là. C'est comme un moule à gâteau qu'on met sur le dessus du champ. Puis là, on pèle autour, on le vire à l'envers, puis dans le fond, on coupe un peu comme un moule à gâteau, puis après ça, on remet ça dans la panne. Il y a une panne en dessous là, qui est trouée. Fait que ça, ici, on va chercher des échantillons de sol qui a des cultures de couverture ou des cultures annuelles. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est des racines qui ont moins d'1 an là, de croissance. Fait que ça, c'est notre racine de culture annuelle. Ici, on va toujours chercher un champ de foin qui a justement plus qu'une année de croissance, des fois 2, 3, 4 ans de prairie. Puis on aime beaucoup aller chercher un sol forestier parce que malgré qu'il est assez, des fois peu couvert, là, vous voyez, si on compare avec le sol à nu, il y a quand même pas mal de sol couvert dans le sol de sol à nu dans le sol forestier.
mais le comportement de l'eau est complètement différent. Fait que vous voyez les 5 bacs en dessous. Ça, c'est les bacs qui récupèrent l'eau d'infiltration. Fait que toute l'eau qui passe à travers nos pannes, il y a comme un petit entonnoir, puis ça tombe dans les bacs en arrière. Puis en avant, c'est nos échantillons d'eau de ruissellement. Fait que l'eau qui passe par-dessus la panne, qui ne s'infiltre pas, tombe dans le petit entonnoir et s'en va ici. Ce qu'on observe, puis ce simulateur, depuis là, je l'ai vu rouler au-dessus de 120 fois dans les 6 dernières années depuis que je travaille au MAPAC, puis ça fonctionne à chaque coup. Ce qu'on observe, c'est que, dans le fond, dans les sols à nu, il y a toujours plus de ruissellement que d'infiltration. Juste le fait d'ajouter une couverture de sol, donc des résidus, de laisser des résidus au sol, permet de réduire le ruissellement, donc l'eau qui s'échappe du champ, et d'augmenter l'infiltration. Fait que la couverture, là, vraiment, a fait ça n'a pas besoin d'être une couverture verte, là, juste une couverture inerte, elle permet d'augmenter l'infiltration. Puis aussitôt qu'on a de la couverture verte, qu'on a des plantes vivantes, ce que ça permet, là, vous voyez, là, il n'y a presque pas de ruissellement, parce que les gouttes d'eau sont tellement ralenties par toute la végétation qui pousse, il y a beaucoup plus de trous d'aération, ben, l'eau, elle rentre dans le profil de sol puis elle vient s'infiltrer. Puis le sol forestier, c'est vrai qu'il y a quand même un peu de ruissellement, mais regarde, comparer les deux là, dans la qualité de l'eau, la qualité de l'eau, elle est complètement différente. La majorité du temps, là, je pourrais boire l'eau qui ruisselle de la forêt, alors que je serais jamais tentée de boire cette eau-là qui ruisselle du sol à nu. Fait que c'est vraiment toujours très évocateur. Puis l'eau d'infiltration dans la forêt, elle est beaucoup plus claire aussi, là, normalement, que les autres types de couverture. Fait que ce qu'on observe, là, vraiment, le message, c'est plus de couverture égale plus d'infiltration. Puis plus de couverture, on a aussi moins de ruissellement. Donc, c'est vraiment, ça fonctionne à chaque fois. Là, moi, je pense que quand quelque chose qui marche pas là-dedans, c'est qu'il y a vraiment c'est une erreur humaine là, d'échantillonnage, là, mais vraiment, ça fonctionne à chaque fois. Puis ça fait vraiment réfléchir chaque personne qui le voit à chaque fois. Donc maintenant, dans les solutions, comment on peut faire pour améliorer justement nos pratiques agricoles? Ben, moi, je pense que la première chose qu'il faut travailler avec les producteurs, là, c'est de la diversité dans la rotation. On parle de diversité puis de biodiversité, mais en premier lieu, si on va améliorer la qualité de l'eau, je pense que ça passe par des rotations de culture. Puis là, c'est pour ça que j'ai dit les rotations, parce que pour moi, il y a 2 types de rotations que je vais vous parler dans les prochaines minutes. Et ça passe par ici. Le mot-clé, là, si vous voulez retenir un mot là, dans toute la présentation, c'est avoir des racines vivantes dans nos champs. C'est vraiment ça qui va nous aider à améliorer la santé des sols et la qualité de l'eau dans notre environnement. Avoir des racines vivantes. Ça passe par la couverture de sol. Bien évidemment, si on a des racines, on va aussi avoir une couverture, puis il faut qu'elle soit vivante, idéalement, mais elle peut aussi être inerte. Je vous ai montré dans la vidéo là, que juste le fait de laisser de la paille au champ peut avoir un impact assez considérable sur la qualité de l'eau qui sort de nos champs. Puis l'autre chose qui sort un peu des sentiers battus, mais moi, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec le MAPAC là, dans les dernières années, c'est de réduire la compaction des sols. Parce qu'elle va avoir un impact énorme sur la qualité de l'eau, puis surtout sur la quantité d'eau qui va ruisseler ou s'infiltrer dans le champ. Donc, je vais vous donner quelques petits points en lien avec la compaction sans vous perdre là, avec des chiffres et des calculs mathématiques, là, mais montrer des solutions surtout pour la compaction. Donc, diversité, on embarque diversité dans la rotation ou les rotations. Pour moi, ben, c'est ça. Une rotation, là, pour moi, c'est pas 2 cultures. C'est un minimum de 3 cultures commerciales. Donc, ça peut être du blé, du soya, du maïs. Il y en a qui peuvent faire des pois de conserverie, des haricots, des pois verts, tout ça. Dans le fond, il faut que tu aies idéalement 3 cultures. Idéalement, plus que 2 familles, parce que là, on est bien content. Ici, on a du blé, du maïs et du soya, mais ça reste que ça, c'est une graminée, ça, c'est une graminée, ici, c'est une légumineuse. On a quand même juste 2 familles pour 3 cultures, mais pareil, c'est quand même mieux que juste maïs, soya. Puis là, je vais vous parler un peu plus le pourquoi. Ben là, ça, c'est la rotation commerciale. Fait qu'une rotation commerciale, là, souvent, elle qu'on voyait beaucoup dans les dernières années, c'était elle là, qui était payante. Là. Tu sais, maïs, soya, maïs, soya, maïs, soya, ou des fois maïs, maïs, soya, ou des fois, même, il y en a qui disaient, oh oui, moi j'ai une rotation, puis ils riaient, là, disaient sans blague, mais ils disaient maïs, neige, blé d'Inde. Tu sais, pour eux, ça, c'était une rotation. Pour moi, c'était pas une rotation, c'était plus une alternance, là. Donc ça, c'est ce qu'on voyait beaucoup. Puis, bon, avec le travail que tous les intervenants de l'agriculture ont fait, on voit de plus en plus une deuxième type de rotation qui apparaît. Donc, le maïs, soya
Et là, il y avait des céréales. Historiquement, c'était beaucoup des céréales de printemps qu'on faisait en Montérégie-Ouest, en Montérégie-Est. Pourquoi? Ben, on se servait des céréales pour faire des travaux parce qu'on était capable de les récolter plus tôt. Puis là, on améliorait le nivellement, on redrainait, on sous-solait, on faisait toutes les améliorations. Puis là, de plus en plus, ce qui est à mon grand bonheur, c'est qu'on voit de plus en plus des céréales d'automne. Donc, meilleur rendement, meilleure protection à l'hiver. Et ça, c'est vraiment, faut vraiment se réjouir de voir nos champs verts. Si vous vous promenez un peu dans les champs ces temps-ci, si vous voyez du vert, c'est probablement soit du foin ou des céréales d'automne. Donc, on est capable de faire des gains là, sans nécessairement apporter ben, ça serait le fun qu'il y ait plus de prairies, mais si les producteurs veulent pas faire des prairies, les céréales d'automne permettent quand même d'aller rechercher certains gains qu'on peut aller chercher. C'est ça que je parle, la fenêtre de travaux, en fait, c'est que vous voyez, quand on fait juste maïs soya, là, on récolte tellement tard, octobre, novembre, septembre, octobre, ça donne pas beaucoup de fenêtres pour faire des améliorations. Donc, ça laisse une période très longue où il n'y a pas de racines vivantes, mais en même temps, c'est pas toujours assez long pour qu'on revienne mettre des racines puis que ça ait vraiment un impact significatif. Alors que quand on travaille avec les céréales d'automne, ben, on est capable, ça c'est semé en septembre, octobre. Fait que oui, des fois, il n'y a pas grand-chose à l'automne, mais si on regarde les racines, il y a beaucoup de racines. Leur job, les céréales d'automne, à l'automne, c'est de faire des racines. Fait que pas nécessairement beaucoup de végétation. Puis là, aussitôt qu'il n'y a plus de neige, ils sont repartis, ils font de la photosynthèse, sont actifs, puis on est capable de les récolter relativement tôt, juillet, août. Puis, fait que là, la fenêtre pour implanter quelque chose, elle est très, très grande. Donc ça, c'est notre rotation commerciale. Là où je vous parlais de la deuxième type de rotation, pour moi, c'est là où on va parler de rotation de fertilité avec les cultures de couverture. Puis pourquoi la rotation avec les céréales ou les pois est intéressante, c'est comme je disais tantôt, on ouvre vraiment une fenêtre. Puis là, c'est là que notre créativité, elle peut, comme agronome, moi, je me considère pas comme artiste, là, mais quand je me promène dans les champs l'automne puis que je vois toutes ces plantes-là, toutes ces familles-là, toutes ces fleurs-là de toutes les couleurs, tu sais, souvent, c'est assez plate, là, l'agriculture du maïs, du soya, des céréales, mais quand on arrive dans les champs de culture de couverture, c'est là qu'on voit tellement de choses différentes. Autant à la surface du sol, quand on voit des belles fleurs de pois comme ça, les fleurs de févrole, c'est magnifique. Puis on se dit, ben, s'il y a toute cette biodiversité-là à la surface, il y a aussi beaucoup de diversité en dessous dans les racines. Puis c'est là que les producteurs peuvent tenter d'essayer plein de belles choses. Puis dans le temps, on a fait des essais et erreurs, puis beaucoup d'essais. Puis leur rôle aux cultures de couverture, là, pour moi, je les vois vraiment comme, tu sais, peu importe ce que les producteurs vont semer, ce que vous allez semer, ils vont tout faire ça. Ils vont nourrir notre sol. Donc, avec les racines, l'action qu'ils vont faire dans le sol, ils vont nourrir le sol. Ils vont tout le couvrir, là. Tu sais, si on appelle ça des cultures de couverture, là, leur rôle, c'est de couvrir le sol. Ils vont faire la job, peu importe ce qu'on va semer, si on le fait comme il faut, puis ils vont tout recycler. Fait qu'après les céréales, s'il reste, on veut épandre du fumier, on veut épandre du lidier, on a des MRF à épandre, peu importe ce qu'on épand d'organique ou même ce qui reste comme fertilité dans le champ, ben ces plantes-là vont s'en servir pour leur croissance, puis ils vont le stocker dans leur biomasse aérienne, puis ils vont potentiellement être disponibles pour la culture d'après. Fait que peu importe ce qu'on va semer, ils vont couvrir, nourrir, recycler. Fait qu'il faut dire que tout ce qui est là-dedans, là, dans le fond, leur rôle de couvrir, nourrir, recycler, ben, tout ce que la plante de couverture va le prendre, ben, c'est de la pollution de moins qui se retrouve dans le cours d'eau qui n'est pas utilisée. Fait que pour moi, c'est vraiment un gain pour le producteur, mais aussi pour l'environnement de semer des cultures de couverture parce qu'ils vont retenir les éléments fertilisants, ils vont retenir le sol, ils vont retenir de l'eau. Donc, c'est vraiment super, puis ils vont nourrir toute la biomasse. Maintenant, pour savoir qu'est-ce qu'on choisit exactement comme culture de couverture, ben c'est là que faut vraiment comprendre c'est quoi que, ben oui, selon les besoins du producteur, mais je dirais même plus le besoin du champ. Parce qu'il n'y a pas un, tu sais, moi, j'aime dire qu'il n'y a pas de recette miracle dans les cultures de couverture. Oui, il y a des solutions qui fonctionnent bien, il y a des mélanges qu'on sait qui fonctionnent à chaque année, comme le trèfle dans les céréales d'automne là, qui est semé, qui a commencé à être semé, on le sait que ça fonctionne, on le sait que ça s'implante facilement, qu'on a une belle réussite. On le sait que l'avoine pois, c'était quelque chose qui était très facile à faire. On a des recettes là, faciles pour ceux qui commencent. Mais on est capable après ça de dire, ah, ben là, j'ai telle problématique dans mon champ, ça veut dire qu'il faut que j'apporte des racines en profondeur, je vais y aller vers tel type de plante, des crucifères, de la moutarde, du radis, parce que j'ai besoin d'aller porter des racines en profondeur. Un producteur qui commence dans les cultures de couverture, c'est sûr que moi, j'irais beaucoup dans des plantes comme ça, là, du radis, là, c'est super impressionnant. L'automne, on a le sentiment d'avoir accompli quelque chose.
Puis on revient au printemps, puis on les trouve plus. Tout a disparu, il n'y a aucun résidu à gérer, c'est super facile, il n'y a aucun retard là, au printemps quand on a géré ça. Un producteur qui dit, ben, moi, avec le coût des engrais, je veux absolument réduire ma facture d'azote, ben, on va y aller avec la févrole, qui est une légumineuse, donc qui va aller chercher de l'azote de l'air. Le pois aussi. Fait que, tu sais, c'est vraiment, il y a tellement, il doit y avoir une quarantaine de plantes qu'on peut utiliser comme culture de couverture. Fait que c'est super intéressant. C'est surtout qu'il y a énormément de possibilités. Je vais vous montrer dans le prochain, dans la prochaine diapo, là, mais tu sais, les cultures de couverture, on peut les mettre en intercalaire. Ça veut dire entre les rangs de céréales, de maïs, de soya aussi, même si on est assez ambitieux. Puis on peut semer aussi à la dérobée. Donc, on récolte notre culture principale, puis on va les semer après. Fait qu'il y a énormément de possibilités. Puis justement, je me suis amusée à faire comme un calendrier des semis, mais pas tant des semis, mais plus de la durée des racines vivantes dans le sol. Fait que si on compare là, le système au Québec qui nous permet d'avoir le plus longtemps des racines, c'est le foin. C'est les prairies, eux autres, là, même ici, près du lac Saint-François, on aurait pu quasiment mettre jusqu'à mi-décembre, là, mais tu sais, il y a des racines vivantes, là, quasiment, aussitôt qu'il n'y a plus de neige, il y a des racines vivantes, là. Fin mars, début avril jusqu'à mi-décembre, on a un minimum de 240 jours de croissance où les plantes sont actives, où ils font de la photosynthèse, ou sont capables de faire, d'apporter de la vie dans le sol, de prélever des éléments. Fait que ça, c'est comme notre objectif à atteindre, là, notre cible. Les céréales d'automne, c'est elles qui nous permettent le plus possible de nous rapprocher du système de prairie parce qu'on les somme à la mi-septembre. Puis à la mi-juillet à peu près, c'est là que les racines atteignent leur apogée parce qu'après ça, la plante, elle sèche, puis elle devient, tu sais, dans le fond, une fois qu'elle atteint sa maturité, la plante sèche, puis on va la récolter. Fait qu'elle, c'est à peu près un 180 jours. Le maïs grain, lui, à peu près 135 jours. Maïs en slage est récolté quand il est encore vert. Fait que 120 jours. Soya, à peu près la même chose. Puis céréales de printemps, 120 jours. Fait que vous voyez juste là, le fait que les producteurs aient passé de des céréales de printemps à des céréales d'automne de plus en plus, on a déjà un gain en environnement et en rendement. Là. Dans le fond, on se demande de où vient l'augmentation de rendement quand on sème des céréales d'automne. Ben, c'est ça, là. Il y a un 60 jours de plus de photosynthèse là, pour aller chercher des éléments puis du soleil. C'est ça. Fait que ça, c'est comme nos cultures commerciales qu'on sème au Québec. Maintenant, c'est où qu'on peut mettre des cultures de couverture? Ben moi, je les vois un peu partout. Tu sais, je les vois, aussitôt qu'on sort la céréale d'automne, on rembarque de quoi? Puis là, tout dépendant de ce qu'on sème, ça va être encore là au printemps suivant. Dans le maïs grain, avant, surtout là, les clients de Sylvie dans le coin de Saint-Anicette sont super bons à faire ça. Ils récoltent le maïs grain, puis pas longtemps après, ils retournent. En fait, le jour même, ils retournent, ils sèment du seigle après leur maïs, puis ils sont capables d'avoir du seigle qui est là au printemps suivant, fait que des racines des plantes vivantes. Là, je l'ai mis ça ici en plus pâle là, parce que de plus en plus, on teste des techniques avec des drones pour venir implanter des couverts végétaux plus tôt dans la saison pour qu'une fois que le maïs soit récolté, ça soit déjà implanté. Fait qu'on on serait capable d'aller chercher un gain là, de 5-6 semaines de plus de céréales, de culture avec des racines vivantes. Fait qu'on a un gain. Fait que vous voyez, là, moi, je suis très optimiste, on peut en mettre partout. Est-ce que les producteurs vont faire tout ça tout le temps? Bien sûr que non, parce que s'ils ont 500 ou 1000 hectares, c'est pas possible. Mais ça serait le fun que certaines zones plus critiques soient ciblées ou certaines champs qui en auraient peut-être plus besoin. Fait que c'est là dans le fond, le but, c'est pas de dire tout ça, c'est nécessaire et essentiel, mais tout ça est possible, tout dépendant des entreprises agricoles puis de leurs besoins, puis de leur capacité à semer tout ça. Parce qu'il y a quand même un enjeu de main-d'œuvre aussi et de temps là-dedans. Et de climat. Il ne faut pas oublier que ça dépend de ça, de climat. Puis les cultures intercalaires aussi, ils arrivent souvent un petit peu plus tôt dans la rotation, mais on s'entend que c'est, tu sais, un intercalaire de maïs grain ou de maïs en silage. Pendant l'été, oui, c'est là, mais c'est des petits fouettes. C'est pas grand-chose qui pousse, mais c'est capable quand même de prendre, surtout que les cultures commerciales sont sorties du champ, ben on est capable là d'aller chercher du soleil, d'aller chercher un mois de croissance intéressante. Fait qu'on est quand même capable d'avoir quelque chose là, qui pousse pour le reste de la saison. Donc, on a nos sols qui sont protégés, on a des plantes qui captent les éléments fertilisants que nos cultures commerciales ont pas prélevés. Puis surtout, c'est des champs qui ne sont pas laissés à nu, donc beaucoup moins sensibles à l'érosion hydrique et éolienne. Donc, on a vraiment un gain avec les intercalaires, même si leur biomasse aérienne n'est pas excellente, là, et pas énorme, on est capable d'aller chercher des gains là-dedans aussi.
Donc, je vous mets quelques photos ici, là, c'est ça, quand on a du maïs soya, comme je vous parlais tantôt, c'est ça, ici, les petits fouettes, là, c'est pas très impressionnant, mais regardez ce que ça peut donner à l'automne, après du maïs grain avec du raie gras, c'est quand même intéressant parce que on a presque pas de sol à nu, on a des résidus de culture qui sont là, qui sont inertes, mais on a aussi tout le vert, c'est des plantes qui sont vivantes, qui font de la photosynthèse, qui nourrissent le sol puis qui laisse c'est très, très peu sensible à l'érosion de tout ce beau vert-là. Versus quand on a des cultures commerciales avec une rotation là, qui inclut des céréales ou des céréales, des cultures plus courtes, ben là, ça paraît pas vraiment là-dedans, mais quand on regarde à l'automne de quoi ça peut avoir l'air, là, après du soya, on fait un maïs, on fait un blé d'automne, regardez la biomasse qu'il y a là-dedans. Après les céréales, on peut mettre du trèfle, la biomasse, des fois, ça monte jusqu'à mes hanches, là. Puis des fois, même des cultures de couverture peuvent monter. Moi, je suis pas très grande. Je suis une grandeur moyenne, là. Puis des fois, j'ai des biomasses qui m'arrivent aux épaules, là, en termes de biomasse. Fait que c'est sûr que c'est une autre classe à part, là. Quand on est capable de mettre des couverts végétaux assez tôt à l'automne, on est capable d'aller chercher des biomasses très, très, très importantes. Fait que ça, c'est vraiment un gain. Puis là, pourquoi on aime tant les racines, là, je voulais, oups, déjà accroché ma souris. Ici, là, c'est deux exemples de champs où le producteur avait semé des couverts végétaux, puis on est allé à l'automne plus tard voir de quoi ça avait l'air. Ici, c'est un mélange multi-espèces, là, chez un producteur. Le sol était très sec, là, c'était plus difficile à découvrir, mais regardez toute la quantité de racines qu'on voit à gauche, là, c'est plus subtil un petit peu, là, surtout quand on regarde à droite, là. Mais vous voyez la biodiversité en surface, la biodiversité en dessous, là, les grosses racines de radis, mais il y avait tout plein de racines ici là, qui étaient visibles à l'œil nu. Fait que ça, c'était vraiment super intéressant d'observer ça. Puis à droite, ben, c'était juste un retour de céréales d'automne que le producteur avait ressemé, puis regardez la profondeur qui allait. Là, ici, on était à 50 centimètres dans le sol. Là. Puis on avait des racines de cette intensité-là. Là. C'est vraiment, vraiment intéressant à l'automne de regarder tout ça. Puis là, vous vous demandez pourquoi je parle autant de l'importance des racines, c'est que ce graphique-là peut paraître un peu complexe, mais ce que je veux que vous reteniez de tout ça, là, c'est ici les chiffres. Là. Regardez ça ici, là, les racines versus les résidus, mettons, de biomasse, les résidus de paille, tout ça, versus les fumiers, les cultures de couverture. Regardez les chiffres. 12 à 23, 8 et 45%. Ces chiffres-là, c'est la contribution potentielle de ces matières-là en matière organique stable dans le sol. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois qu'on apporte une tonne de carbone qui provient des racines, ben, il y a 45% de ce carbone-là qui va éventuellement rester dans le sol sous forme de matière organique. Versus si le producteur, il n'y avait aucune racine, là, mais ça, ce qui n'est pas possible, là, mais s'il dit, ah, ben, moi, je laisse ma paille au champ, c'est mon seul apport de matière organique, ben, il y a juste 8% du carbone qui apporte, qui va éventuellement devenir de la matière organique. Les fumiers, culture de couverture, c'est de 12 à 24. Fait que c'est quand même plus efficace que de la paille, mais 2 fois moins efficace que des racines. Donc, si on veut maintenir des racines vivantes, si on veut maintenir la matière organique, si on veut éventuellement l'augmenter, ben, ce qu'il faut, c'est apporter beaucoup de racines. Puis ça, ben, quand on revient à notre tableau ici de culture de couverture, c'est là que dans ma tête à moi, les cultures de couverture viennent vraiment apporter un gain. C'est que si on compare à un système optimal là, de racines vivantes à longueur d'année de prairies, ben, les cultures de couverture, c'est ça qui nous permettent le plus possible de nous le rapprocher. Fait que les cultures de couverture augmentent la période où il y a des racines vivantes, mais ils permettent aussi d'augmenter la superficie où il y a des racines vivantes. Fait que quand on le sème en intercalaire dans le maïs, un maïs, là, c'est semé aux 30 pouces, ben, dans l'entre-rang, on est capable d'apporter des plantes. Fait que là, on augmente la superficie où il y a des racines vivantes. Fait que c'est vraiment important quand on est capable le plus possible d'augmenter d'augmenter le volume racinaire, là, ça va nous permettre de limiter toutes les pertes par érosion, augmenter l'infiltration de l'eau, mais aussi de retenir la matière organique dans le sol. Donc ça, c'était pour l'aspect racine. Maintenant, j'en ai parlé tantôt avec le simulateur de puits, mais pour moi, la couverture de sol, puis ça, c'est quelque chose qu'on avait comme mis de côté un peu dans les dernières années. On a tellement parlé de culture de couverture vivante qu'on a comme mis de côté tout ce qui était couverture de sol par les résidus, mais pour moi, ça reste quelque chose qui est assez essentiel et facile à faire. Tu sais, ça nécessite pas nécessairement des investissements davantage, c'est pas des achats à faire, c'est juste de laisser
ce que la nature nous laisse, ce qu'on fait pousser un peu plus à la surface du sol, de ne pas l'enfouir profondément. Parce qu'un résidu de culture enfoui, il apporte aucune protection. Oui, il apporte de la nourriture aux micro-organismes, mais il apporte aucune protection. Fait que le rôle de la couverture de sol ici, là, c'est 2 champs voisins avec une texture de sol assez limoneuse, assez fine, là, puis tu sais, on était passé l'automne d'avant, moi et ma collègue, ce champ-là avait été travaillé, là, mais travaillé assez intensément. Puis l'autre, c'était un semi-direct. Dans le fond, il y avait, ben, un semi-direct. Il n'y avait pas de travail de sol à l'automne passé. On est repassé au printemps suivant. Là, il y avait encore eu un travail de sol. Vous voyez, il ne reste plus rien à la surface en bas. Mais en haut, le producteur avait juste passé un équipement qui permettait de tasser les résidus pour semer son maïs dans une zone où il n'y avait pas beaucoup de résidus. Mais vous voyez, il y avait beaucoup de résidus entre les rangs de maïs. Fait il n'y avait pas de culture de couverture encore. Il n'y avait pas beaucoup de mauvaises herbes non plus. Là, ça faisait pas très longtemps que c'était semé. Mais cette couverture-là, là, elle est essentielle pour le sol parce que surtout comme là, quand le maïs est petit, mais qui commence à faire chaud, ben, le sol, il se réchauffe énormément à la surface. Fait que la couverture ici, elle vient vraiment faire comme un effet de, justement, de couverture, de tamponnage entre la température du sol, de l'air et du sol en dessous. Parce que les micro-organismes, eux autres aussi, n'aiment pas tant vivre à 40 degrés. Puis, ça permet aussi d'augmenter l'infiltration de l'eau. Souvenez-vous, le simulateur de pluie, aussitôt qu'on met un petit peu de résidu, le fait que quand la goutte d'eau tombe sur le résidu, c'est le résidu qui absorbe l'impact de l'eau et non pas le sol. Fait que ça permet de l'impact de l'eau, la petite goutte d'eau, elle rentre plus facilement à la surface du sol, puis elle va venir s'infiltrer entre les petits résidus, puis en dessous, elle va rentrer. Alors que si une goutte d'eau tombe sur ça ici, c'est déjà, vous voyez, c'est déjà comme croûté, là, ben l'eau, elle rentrera pas à la surface de ce sol-là, elle va juste suivre le sillon du travail de sol, puis elle va se perdre un peu plus loin. Puis pour moi, ben toute l'eau qui ruisselle, c'est de l'eau qui est pas disponible plus tard pendant l'été pour la plante dans les périodes de sécheresse. Donc, on doit trouver une façon d'augmenter doucement, délicatement la couverture de sol, parce que oui, ça a ses avantages, mais quand il y a trop de résidus, puis qu'il y a ça peut aussi engendrer dans le fond, que comme l'autre printemps, là, dans les champs qui sont gorgés d'eau, beaucoup de résidus, ça s'assèche moins vite aussi, là. Fait que c'est pas juste des bons côtés, là, d'avoir des résidus. Faut être capable de les gérer aussi. Donc, on va essayer d'avoir la couverture. Je montre des photos, là. Et ici, c'est des tournées que je fais toujours au printemps pour aller voir des champs là, qui sont sur des retours de culture de couverture. Vous voyez ici, là, le producteur avait semé du seigle dans ses futurs entre-rangs de maïs. Mais dans son rang de maïs, il n'y avait pas semé de seigle. Fait que lui, il est à découvert, il est prêt à être semé en maïs. Mais ses entre-rangs sont couverts, il n'y a pas de mauvaise herbe qui pousse, puis il y a de la vie biologique là-dedans. Puis à droite, ben, c'est un couvert de culture de couverture annuelle. Donc, il y avait juste des plantes qui sont mortes à l'hiver, mais il y a plein de tiges de plantes qui restent debout, qui les autres, si le producteur fait un travail de sol au printemps, dans des conditions un peu sèches, là, peut-être pas le matin à 7 heures, mais en début d'après-midi, tout ça va éclater, puis il y aura pas de problème. Fait que on est capable, ça ici c'est une couverture vivante, là, mais on est capable aussi d'aller chercher ça c'est une grosse couverture de printemps, là, c'est pas toujours ça qu'on vise là, pour commencer. Fait que l'objectif qu'on souhaite, là, le chiffre qui est reconnu internationalement là, pour la protection des sols, c'est un 30% de couverture de sol après semis. Donc ça, là, on l'évalue avec une petite corde à nœuds. Là, on est capable d'aller compter le nombre de nœuds qui est le nombre de résidus qu'il y a sur notre corde. Là. Fait que c'est à peu près un 30% de couverture. Je vais vous montrer des exemples plus tard. Ça, c'est des tournées que je fais à l'automne pour vous montrer, tu sais, la différence, là, le potentiel. Là, ça, c'est un champ qui a été complètement travaillé, quasiment billonné à l'automne. Là. Tu sais, ça, pour moi, quand je vois ça, puis juste là, ici, si vous voyez pas, là, c'est la rivière Yamaska. Tu sais, pour moi, ça, c'est un non-sens absolu, là. Puis, c'est le travail de sol est fait dans le sens de la pente. Ça vient me chercher au fond de mon cœur parce que je me dis, comment on peut essayer de convaincre ce producteur-là de laisser tu sais, de pas le travailler à l'automne, de laisser un peu de résidus, puis qu'éventuellement, il se rende à ça, là. Imaginez, là, la rivière Yamaska qui est en bas ici, là. Moi, je suis pas du tout inquiète pour la rivière, là. Il y a du vert, il y a de la vie, il y a pas d'érosion. Mais quand je vois ce genre de couverture de sol, ben, l'absence de couverture de sol à l'automne comme ça me fait vraiment mal au cœur. Mais bon, il n'est pas toujours marqué une pancarte de c'est à qui ce champ-là, là. Faudrait que je fasse ça pour être capable d'aller les sensibiliser. Mais je pense que, tu sais, sans que tous les champs atteignent ce niveau de couverture-là, je pense qu'il y a un entre-deux qui est possible. Mais je pense qu'il faut que les producteurs réalisent le pourquoi ils font ce travail-là à l'automne.
je suis pas contre le travail de sol, mais je pense qu'il faut qu'on sensibilise les producteurs à pourquoi on le fait. Puis y a-t-il une autre façon qu'on préfère qui pourrait, tu sais, on pourrait arriver au même résultat, mais peut-être avec moins d'impact pour l'environnement puis les cours d'eau là-dedans. Fait que moi, ce que je vise personnellement, là, sachant qu'on veut atteindre le 30% après semis, ben moi, ce que je vise, c'est qu'à l'automne, on ait à peu près un 60% de couverture de sol à l'automne. Si on veut être capable d'atteindre le 30% au printemps, ben il faut qu'à l'automne, on ait un 60%. Fait que oui, on peut faire des travaux de sol à l'automne, on peut passer un équipement de travail de sol. Après du soya, c'est quasiment impossible. Aussitôt qu'on travaille le soya à l'automne, c'est sûr qu'on n'atteindra pas le 30% après semis. Dans le maïs, ben, avec un labour, on n'atteint pas, mais il y a des équipements, des déchaumeuses, des chisels, que s'ils sont pas trop agressifs, pas trop en profondeur, on est quand même capable d'atteindre l'objectif du producteur de faire un travail de sol, tout en maintenant notre objectif d'avoir un 30% après semis au printemps suivant, là. Fait que ça, c'était mon petit message éditorial là, pour les travaux de sol. Donc ça, c'est l'exercice là, que je vous montrais, là, la corde à nœuds. Là, c'est une corde comme ça qui a 50 nœuds. Puis là, on vient en dessous de chaque nœud évaluer s'il y a un résidu pendant 50 nœuds. Fait qu'ici, on a une couverture de 6%, 20% dans le jaune, 36% dans le vert. Fait que vous voyez, tu sais, vous voyez ici, là, c'est comme plus concentré, moins concentré, plus concentré. Fait que c'est normal, le producteur fait ses travaux de sol, c'est pas toujours égal. Au printemps, il va tasser ses résidus pour semer son maïs, son soya. Fait que c'est normal des fois qu'il y ait des concentrations plus élevées de résidus, mais ce qu'on vise, c'est à peu près ça. On n'a pas toujours besoin de se rendre à des couvertures intenses comme ça là, de 90%. L'idéal, là, c'est un 30%. Je voulais juste vous montrer pour que vous ayez une idée un peu en tête, c'est quoi. Ça résume un petit peu là, le pourquoi j'aime tant les céréales. Puis ça, encore une fois, c'est des scénarios peut-être catastrophes là, pour le maïs grain ou le soya, mais quand on se promène dans les champs au printemps puis qu'on voit ce genre de couverture-là, ben, tu sais, je me dis que le sol, il a quand même un peu souffert. On voit souvent c'est croûté en surface, c'est pas en super santé. On a absolument besoin de faire un travail de sol sur ces champs-là pour comme ramener un peu de vie puis ramener un petit peu d'air. Là, souvent, c'est croûté. Alors que dans les céréales d'automne, souvent, au printemps, c'est très vert. À l'été, on s'inquiète pas, là, c'est couvert, il y a de la végétation. Puis à l'automne, ben, tu sais, ça, c'est un cas quand même intéressant. Vous voyez, le maïs est récolté, il n'y a pas eu de travail de sol. On a notre couverture. On n'est pas inquiet là, là-dedans, là, l'érosion, elle est diminuée. On a des résidus qui couvrent le sol. On a un petit peu quand même de mauvaises herbes, mais on les aime pas tant, mais en même temps, ils apportent des racines, ils nourrissent le sol, ils captent les éléments fertilisants. Fait qu'on est quand même heureux des avoir, là. Donc, comment faire pour avoir un peu plus de résidus? Ben, le message par rapport à la couverture, c'est, tu sais, d'y aller tranquillement. Un producteur qui est habitué de labourer, je dirais pas demain matin de faire du semi-direct. Parce que pour moi, c'est sûr que c'est un échec, puis il y aura, ça fonctionnera pas. La première chose, c'est de dire, bon, on va aller faire un profil de sol, on va aller voir l'état de ton sol, puis tranquillement réduire l'intensité du travail de sol pour peut-être pas passer de zéro résidu à 100% de résidu, mais on est capable de commencer à un 30% de résidu à l'automne. Puis tranquillement, chaque année, quand on améliore la santé du sol, on peut penser à laisser un petit peu plus de résidus à la surface. Des fois, les producteurs, c'est de dire, OK, as-tu vraiment besoin d'aller travailler à 8 pouces de profondeur? Es-tu capable de travailler à 4, 5 pouces? C'est quoi la zone que tu as réellement besoin de travailler pour essayer de minimiser l'intensité du travail de sol? Fait que ça, c'est des choses qui se fait tranquillement, puis ça dépend toujours de l'automne qu'on a eu. Quand on récolte dans des super belles conditions, qu'on n'a pas de compaction visible, on a moins tendance à vouloir travailler le sol. Quand on a des automnes difficiles comme l'année passée, où on récolte le maïs dans des mauvaises conditions, puis qu'on voit des traces, ben c'est sûr que ça nous donne le goût d'aller les travailler pour être au moins repartir comme il faut au printemps suivant. Mais tout ça, tu sais, c'est ça. Il faut que les producteurs soient accompagnés, il faut qu'ils comprennent surtout le pourquoi ils vont faire ces travaux-là. Dernier point que je voulais vous parler, et il me reste un peu, je peux parler plus que 25 minutes maintenant. La compaction, ça, c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé dans les dernières années. C'est vraiment parce que moi, au départ, quand je suis arrivée au MAPAC, je travaillais vraiment sur le profil de sol. Fait qu'on creusait, puis on comprenait était où la compaction, les différentes couches de sol, tout ça. Puis j'ai réalisé que c'est beau être super bon à interpréter le profil de sol puis de trouver les problématiques, mais il faut aussi être capable de comprendre de où elle vient, cette problématique-là de sol, de compaction, de mauvaise structure, pour être capable après ça de dire au producteur, ben, es-tu capable d'améliorer c'est tout ton système là, de récolte, de semis, de machinerie, c'est quoi ton facteur limitant? Quelle machine est-ce qui cause cette compaction-là dans ton champ pour être capable de diminuer la compaction? Pourquoi on veut diminuer la compaction? C'est quand un champ est compacté, là, quand la surface elle est compacte, ben, c'est comme si tu avais de l'asphalte.
Fait que qu'est-ce qui se passe quand il y a de l'eau qui tombe à la surface d'un sol qui est asphalté? Ben, l'eau, elle rentre pas dans le champ. Fait c'est sûr qu'un champ compacté, il va avoir beaucoup plus de ruissellement que de l'infiltration. Puis nous, ce qu'on veut en santé des sols, c'est que l'eau s'infiltre, puis les surplus vont être gérés par le système de drainage. Mais ce qu'on veut au départ, c'est que l'eau rentre dans le profil de sol. Donc, on veut augmenter vraiment l'infiltration. Ce que la compaction cause, c'est la réduction de l'infiltration, donc augmentation du ruissellement. Puis elle vient aussi diminuer la capacité du système de drainage. Puis ça, c'est super important qu'on le comprenne, c'est que tu sais, les systèmes de drainage, leur rôle à eux, c'est de rabaisser la nappe phréatique. Fait que si on a de l'eau qui remonte trop haut, le système de drainage, lui, il va rabaisser la nappe. Mais pour que le système de drainage soit efficace, il faut que l'eau puisse rentrer dans le profil de sol. Si l'eau ne rentre pas dans le profil de sol, on a beau augmenter la quantité de drains qu'on va avoir dans le champ, ils ne seront pas plus efficaces. Si l'eau ne rentre pas dans le champ, les drains ne peuvent pas s'en occuper. Fait qu'il faut vraiment diminuer la compaction pour que nos systèmes soient plus efficients. Puis tout ce qui est en lien avec le rendement, ben, si nos plantes sont compactées, si nos sols sont compactés, je veux dire, ben, ça veut dire que les plantes ont moins d'oxygène, font moins d'échanges avec la biologie dans le champ, donc sont beaucoup moins efficaces à aller chercher les prélèvements, aller chercher les éléments fertilisants, donc on va observer des diminutions de rendement. Fait que ça, c'est vraiment là où il faut travailler avec les producteurs. La compaction a un coût qu'on n'est pas encore super capable de chiffrer, mais que clairement, il va falloir s'y attarder là, parce que ça va être vraiment un impact grave là, pour l'agriculture, surtout en Montérégie avec notre climat. Donc, il y a différents types de compaction. Là, je vais juste aller un petit peu plus loin. Il y a le croûtage de surface, là, c'est la photo que je vous ai montrée tantôt, là aussi, qu'il n'y avait pas aucun résidu. Fait que ça, c'est vraiment dû à une mauvaise structure de sol. Puis l'objectif, c'est 30% après semis, comme je vous ai parlé. Les compactions qu'on va travailler plus avec les producteurs là, dans les dernières années, c'est de faire la différence entre tout ce qui est compaction de surface puis qu'est-ce qui est la compaction en profondeur. Là. Fait en bas du 30, 40, 50 cm de profond, c'est elle qui est vraiment plus difficile à diagnostiquer parce qu'il faut creuser. Il faut prendre une pépine ou une bonne pelle ronde, là, puis d'aller creuser puis de comprendre ce qui se passe. Puis la compaction de surface, c'est qu'est-ce qui se passe plus en surface, dans les premiers 15-20 cm, là, tout dépendant des producteurs. Puis elle, en lien avec la machinerie, là, c'est vraiment dû à la pression des pneus. Fait que ça, c'est pas quelque chose, il y a pas tant d'experts au Québec là, qui s'attardent là-dessus. Puis même quand on parle avec les représentants de machinerie, ils sont pas toujours super bien outillés pour accompagner les producteurs là-dedans. Mais c'est comme nous avec nos pneus d'auto, il y a une pression recommandée. Puis les pneus de tracteur, c'est la même chose. Chaque pneu a sa charge, puis chaque pneu doit être ajusté en fonction de la vitesse, de la charge qu'il y a sur le pneu. Fait que ça, il faut sensibiliser les producteurs à porter une attention sur la pression des pneus qui est utilisée. Si possible, on vise un 12,5 PSI. Fait que ça, là, c'est assez rare qu'on... Ben, il y a des producteurs quand même de plus en plus sensibilisés, là, mais quand on parle de 12,5 PSI pour des producteurs, il y en a qui disent, ben voyons, moi, je suis pas capable de descendre à ça, j'ai peur de déjanter, tout ça. Ben là, c'est ça, on fait un diagnostic, on va chercher les chartes du pneu, on va aller chercher l'information, on va peser la machinerie pour aller comprendre et savoir si on est capable d'aller atteindre ça. La compaction en profondeur, elle est vraiment due à la charge à la roue. Fait que pensez à un tracteur, il y a 4 ou 6 roues, là, on met des balances en dessous de chaque pneu, puis on va aller voir combien que ça pèse en dessous de ça. Si la charge, elle est plus élevée que 3,5 tonnes, là, 3500 kg à la roue en roue simple, ça, ce que ça nous indique, c'est qu'il y a des risques de compaction à 50 cm et plus. Fait que ça, c'est dommageable parce que il n'y a pas beaucoup d'équipements agricoles qui sont capables d'aller défaire cette compaction-là en profondeur. Fait que quand on est capable de l'éviter, ben on se sauve là, beaucoup, beaucoup de problématiques en lien avec la compaction en profondeur. Ici, je vous montre, là, ça, c'est un simulateur là, que des équipes européennes ont développé et qui a été adapté pour le Québec. Là, ça s'appelle Terranimo. Fait que ça, c'est un simulateur, un super outil pour les producteurs agricoles qui hésitent là, entre deux types de pression de pneus ou deux types de pneus. On est capable de rentrer toute l'information des pneus, puis il nous sort un beau petit graphique comme ça. Donc, vous voyez ici, c'est la profondeur simulée du sol, donc à la surface, 50 cm, 1 mètre de profond. Puis la bulle verte que vous voyez, là, c'est dans le fond, c'est comme tout le volume de sol qui va être affecté par le passage de ce pneu-là. Fait que quand c'est vert puis jaune, c'est pas tant problématique. Là, c'est de la compaction. Tu sais, on s'entend là, à chaque fois qu'on rentre dans le champ, même à pied, en 4 roues, en tracteur, on fait de la compaction. Elle est inévitable, sauf avec des drones, là.
Mais tant que c'est vert ou jaune, ça se gère facilement. Mais quand on tombe au orange pâle puis au rouge, c'est là qu'on fait de la compaction qui peut être dommageable plus difficilement pour les plantes là, puis pour pour la structure du sol puis pour les racines. Fait que vous voyez, juste entre 10 et 25 PSI, là, il y a une grande différence là, sur la surface ici. Alors que quand on parle de charge à la roue, là, la compaction en profondeur, vous voyez ici, on a 2500 kilos à la roue. Je vous ai mis ça là parce que c'est un chiffre qui est à peu près moyen pour les tracteurs, là. C'est un chiffre je vois assez souvent quand que je pèse des équipements agricoles, 2500. Puis 5000 kilos, là, c'est des citernes à lisier ou non, c'est ça, des citernes à lisier ou des batteuses, là, des poids, des masses que je vois assez souvent sur ma balance. Vous voyez la profondeur là, de la compaction, elle descend beaucoup plus profond dans les 5000 kilos ici, là. Fait que ça, c'est des illustrations qu'on se sert pour démontrer l'impact au producteur. Puis là, vous allez me dire, OK, mais là, on peut pas vraiment faire de l'agriculture sans machinerie. Puis ça, je suis d'accord. C'est vraiment difficile d'enlever les tracteurs des entreprises agricoles. Mais il y a quand même des solutions, tu sais, justement, en travaillant sur est-ce que, tu sais, ici, là, si je suis capable de dire, OK, moi, mon tracteur, il pèse ça en arrière. Ben, si je mets des roues doubles, ça veut dire au lieu d'avoir une roue qui pèse 5 tonnes, je vais avoir deux roues qui pèsent 2500 kilos. Ben, je suis capable d'améliorer mon sort. Je suis capable de diminuer ma compaction en profondeur. Puis une des solutions qui est quand même relativement facile ici, là, c'est tout ce qui est la gestion des fumiers. Ça, c'est comme la bête noire, là, où le MAPAC a subventionné des fosses pour gérer des lisiers liquides pour pas qu'il y ait de pertes dans l'environnement par tous les systèmes là, de stockage des fumiers. Mais ça apporte qu'au final, ben, les producteurs sont obligés d'avoir ces systèmes-là. Là. Ça, c'est un système assez gros. D'habitude, c'est coupé en deux. Là. Il y a juste une citerne. Mais c'est des systèmes qui sont extrêmement lourds, deux, trois, puis maintenant, on voit même des quatre essieux. Donc, c'est des équipements qui sont extrêmement lourds, qui font de la compaction en profondeur, en surface, alors que ces systèmes-là, là, c'est des systèmes d'irrigation par rampe. Fait que le tuyau que vous voyez ici, là, c'est un tuyau qui est connecté directement à la fosse. Fait que le tracteur, au lieu de tirer une grosse citerne, là, il fait juste tirer une rampe avec des tuyaux remplis de lisier. Fait que moi, je me suis amusée avec mes collègues Odette et Bruno avant qu'ils partent à la retraite. Là, on a pesé plein de systèmes comme ça, puis plein de systèmes par irrigation. Puis on a fait un graphique pour aller chercher, dans le fond, la charge à la roue. Fait que c'est quoi le poids de ces équipements-là? En bleu, là, c'est tous les systèmes qu'on a pesés. Puis les couleurs orange, grises et jaunes, là, c'est les systèmes à 2, 3 ou 4 essieux. Puis qu'est-ce que vous observez là-dedans? Il y a plein de points, là, sauf le petit point bleu ici qui est comme l'exception à la règle, mais tous les systèmes d'irrigation qu'on a pesés étaient en bas du 3500 kilos que je vous ai parlé tantôt. Fait que dans le fond, tous les systèmes avec des rampes étaient capables de diminuer l'impact en profondeur. Puis il n'y avait aucune citerne, aucune citerne qu'on a pesée qui, lorsqu'elle était pleine, elle était en bas du 3500 kilos. Fait que ça, c'est quand même un gain si on est capable de convaincre les producteurs d'essayer le moins possible de travailler avec ces équipements-là, puis le plus possible pour l'épandage des lisiers fumiers, de faire affaire avec des forfaitaires qui font de l'épandage par irrigation, on va vraiment faire un gain sur la diminution de la compaction au Québec, là. Donc ça, c'est des chiffres là, en moyenne, on est à peu près à 2500, puis ici, on est autour de 5000 kilos. Là. Fait que c'est là, qu'on est capable vraiment de passer du kit au double là, pour la charge à la roue. Puis c'est vraiment efficace. C'est super là, comme système pour l'irrigation. Ça, c'est une des solutions, mais c'est ça, de peser la machinerie, de la balancer. Ça, c'est un service qu'on est capable d'offrir au MAPAC là, avec les conseillers, les producteurs pour essayer d'aller faire des diagnostics à la ferme. Donc, dernière chose, c'est ça. Tu sais, moi, même si je vous ai parlé plein de choses, ça reste que ma spécialité, c'est de comprendre cette petite bébite-là, là, qui est le sol, là. Fait que moi, ce que j'aime toujours faire avec les entreprises, c'est d'amener ma bonne pelle ronde, là, puis d'aller creuser, puis d'aller voir justement la structure, les couleurs, les couches de sol, puis savoir de où on part, parce que tu sais, comme ça, ici, c'est un beau sable, là. L'infiltration, elle se faisait de façon remarquable dans ce champ-là. Il n'y avait aucun problème de compaction. Mais si on creuse, puis finalement, on trouve de la compaction, on trouve des couches où ça sent le souffle, ça sent pas bon, ben, avant de faire toutes les belles pratiques que je vous ai parlé, on va essayer d'améliorer le sol. On va apporter des pratiques avec le producteur pour qu'il puisse arriver à un sol qui est en meilleur état, pour qu'il puisse être capable
de soutenir toutes les belles pratiques que je vous ai parlé, mais ça passe quand même là, par un diagnostic, puis des fois par des équipements assez lourds comme ça de sous-solage, mais ça reste qu'il faut essayer de comprendre de où on part là, avant d'implanter toutes ces belles pratiques-là. Donc voilà, j'ai parlé beaucoup plus longtemps que prévu comme je pensais le faire, là, mais bon, c'est ça qui arrive quand on me laisse un peu du temps. C'est un sujet que, c'est ça, ça fait plusieurs années que je travaille là-dedans, puis tu sais, ça, c'est moi, je trouve que la clé aussi, tu sais, j'ai parlé que je creuse, là, mais tu sais, ces deux messieurs-là ici, là, c'est vraiment, ça, c'est l'exemple parfait. Tu sais, là, c'est moi qui est dans le profil, là, mais ce que j'aime encore plus, c'est quand c'est eux qui creusent, puis c'est eux qui touchent le sol, c'est eux qui le sentent, puis c'est eux qui s'impliquent. Moi, dans les premières années, j'étais contente d'aller apprendre, mais je trouve que quand les producteurs sont là, c'est vraiment eux qui peuvent nous aider à le comprendre, c'est eux qui vont faire les changements. Fait que je pense que c'est extrêmement important. Je pense que vous le faites aussi avec vos bandes riveraines quand vous les implantez. Les producteurs sont là, ils participent. C'est extrêmement important qu'ils soient là parce que c'est leur terre, c'est leur entreprise. Puis quand ils voient ce qui se passe chez eux, ben ils sont beaucoup plus impliqués pour la suite puis beaucoup plus motivés à continuer dans le processus. Fait que c'est pas toujours facile de monopoliser, de mobiliser des producteurs agricoles, mais quand on réussit à les amener au champ comme ça, là, il n'y a pas une journée, je pense, que ni moi ni eux n'ont pas appris quelque chose, là. Donc, vraiment, continuez votre travail auprès des producteurs, puis les producteurs, n'hésitez pas à les creuser pour comprendre ce qui se passe dans vos sols. Donc, voilà, je suis prête à prendre les questions. Merci beaucoup, Marie-Ève. C'est super intéressant moi-même. C'est pas la première fois que j'entends cette présentation, puis je continue de la trouver géniale. Donc, ouais, c'est top. Est-ce que vous avez des questions je... dans l'assemblée? Il y avait Il y trop de a- choses. Mais sinon, je reste disponible. Ça va me faire plaisir s'il y a d'autres questions après, là. Alors, Sandrine, Ah oui, il y en a on des a une questions. question. Génial. Allez, top. Bethany, Sandrine. Oui, Ah, j'aurais été surprise s'il n'y en ait pas. Sandrine, vas-y. merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment super intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Je voulais avoir un peu votre point de vue par rapport aux drones. Est-ce que Oui, c'est tu sais, je sais que c'est un peu nouveau depuis l'année passée. Est-ce que c'est un petit peu l'avenir, justement, de disperser les semences de cette façon-là pour ben, remplacer moi, l'équipement? j'étais là au balbutiement, là, parce qu'à Saint-Hyacinthe, il y a un producteur qui en faisait pas mal, puis si on retourne, mettons, il y a 3 ans, j'avoue que j'étais très sceptique il y a 3 ans, parce que on avait essayé, les premiers tests que j'avais vus avec les drones, c'était d'essayer de semer du seigle au mois de septembre dans du maïs. Puis moi, j'avais été là au moment où il avait fait le semis, puis on avait été marcher avec ma collègue, puis tout ce qu'on voyait, c'était des grains de seigle qui étaient dans les cornets du maïs, là. Tu sais, puis on regardait à terre, il y avait presque pas de semences, puis on se disait, ah, tu sais, on va laisser le temps au temps de faire sa job, puis on est retourné au mois de novembre quand le maïs avait été récolté, puis il y avait pas de seigle à terre, il y avait rien qui avait germé. Si ça avait germé dans le cornet, tu sais, ça avait pas donné grand-chose. Fait que moi, j'étais un peu pessimiste par rapport à cette méthode-là. Je me disais, ça sera peut-être pas super. Mais là, de plus en plus, il y a eu, tu sais, les producteurs qui ont réussi des choses, puis mon constat maintenant, c'est que ça fonctionne très bien si c'est une petite semence avec un petit taux de semis. Puis là, OK. c'est sûr que depuis ce temps-là, les drones ont grossi, quadruplé maintenant. Là, fait que, tu sais, là, ils sont capables de faire des taux de semis intéressants. C'est que le facteur limitant, souvent, avec les plus petits drones, c'était, ben, mettons, dans les céréales, il aurait fallu semer 100, 150 kilos hectares. Ils n'étaient pas capables de le faire. Il fallait qu'ils passent 2 puis 3 fois. Mhm. Là, ce que je vois, j'ai vu des merveilles dans les 2 dernières années. J'ai suivi des champs où c'était du trèfle qui avait été semé au printemps dans les céréales. Puis, tu sais, j'ai fait des suivis avec les conseillers, les agronomes, puis même pendant l'été, tu sais, quand ça commençait à germer, la couverture, elle était égale partout dans le champ. Puis même une fois que la céréale était récoltée, le trèfle était magnifique dans tout le champ. J'ai pas vu d'implantation qui a pas réussi. Fait que moi, je trouve que pour ça, ça fonctionne super bien. Ça reste pareil que moi, tu sais, ça fait plusieurs années que je travaille à ce que la semence dans les cultures de couverture, ça soit semé et enfoui en même temps. J'ai travaillé fort pour que dans les mesures primaires, on subventionne pas des affaires qu'on subventionne pas des affaires qui vont juste pitcher la semence puis que ça soit pas enfoui parce que pour moi, ça fait pas de sens. Par contre, avec le drone, surtout avec comme ça, c'est tellement de la petite semence. Au printemps, quand il y a de l'eau, ça va. Fait que je pense que ça va se développer. Je pense qu'il y a un avenir incroyable pour les drones. Justement, moi qui veux limiter la compaction des sols, je peux pas être contre les drones, là. Tu sais, les drones, c'est vraiment une solution intéressante. Mais c'est ça. Je pense qu'avant de dire qu'on va remplacer les semoirs,
je suis pas convaincue parce que, tu sais, les drones ont quand même des limites, là. Tu sais, on pourra jamais semer, mettons, de la févrole puis du pois avec des drones, j'y crois pas. Mais pour de la petite semence, je pense on peut aller chercher des gains intéressants, là. Mais ça reste qu'un semoir avec des mélanges, tu sais, si on veut semer des mélanges de cultures avec des semences de grosseurs différentes, le semoir va rester la meilleure façon. Mais pour faire des petits semis de petites semences, j'aime beaucoup ce que je vois dans les dernières années, là. Merci beaucoup. On a une question pour Bethany, enfin de Bethany. Oui, merci. C'était une très belle présentation. Je repense je pense que vous avez appelé ça la caravane avec Ouais. l'expérience. Et je me demandais si prochainement on aura une occasion de venir le voir en vrai avec les enfants ou d'autres. Ou c'est quelque chose que vous faites Oui, ben, ponctuellement comme. la caravane, je le sais que je vais être dans le coin de Sainte-Clotilde, dans les Terres Noires, là, ce qui est plus proche de chez vous, en septembre, parce qu'il y a la ferme d'Agriculture Canada qui fait une journée porte ouverte avec l'UPA, probablement le 11 septembre. Puis on m'a demandé d'être là avec le simulateur. Mais tu sais, ça peut être quelque chose qu'on organise, une journée de chant avec l'organisme, là, avec Ambioterra ou avec l'UPA s'ils sont impliqués. Là, dans le fond, c'est sur demande, là. Fait que là, il y a des journées que j'ai eu des demandes, mais si vous voulez organiser une journée d'atelier de profil de sol ou de bande riveraine, peu importe, si on organise quelque chose, on peut l'amener puis le monter si vous voulez le voir en vrai, là. Il n'y a aucun problème, là. Ça fait partie des services, de l'offre de service du MAPAC, là. OK. Et juste une autre question. C'était pour savoir si vous avez fait l'expérience avec la tourbe comme pour simuler un milieu humide ou c'est un peu en dehors du travail puisque c'est pas exactement à voir avec l'agriculture. Ben, on l'a fait pas tant avec la tourbe, mais des fois, dans les sols forestiers, on l'avait déjà fait, puis c'était vraiment très, très près de la tourbe, là. En tout cas, nous autres, comme agronomes, on appelait ça de la tourbe, là. C'est peut-être pas, les biologistes seraient peut-être pas d'accord avec moi, mais, tu sais, c'était pas tant un sol, c'était vraiment plus comme du lichen, là, qu'on avait mis de la tourbe. Puis c'était fou, là, il y avait presque pas d'eau, c'était infiltré, tout était retenu dans le lichen, là. Fait que ça, c'est pour ça qu'on aime beaucoup mettre des sols forestiers parce que ça nous sort de notre zone de confort, puis des fois, on est surpris de ce qu'on voit, là. C'était extrêmement léger aussi. Moi, ce que j'observe à chaque fois qu'on prend l'échantillon dans le sol forestier, tu sais, c'est le même volume là, de la panne, mais c'est tellement léger là, dans les sols forestiers. Il y a tellement de vie, tellement d'air dans ces sols-là là, où on va là, d'habitude. Là. Fait que c'est ça qu'on observe, mais on l'a pas fait dans. Bon, c'est ça. Ce qui est plus proche de la tourbe, c'est les sols forestiers jusqu'à maintenant. Là. Merci beaucoup. J'avais une question dans le chat. Donc, pourquoi certains agriculteurs utilisent des drains souterrains? Est-ce contre-productif pour la résilience lors des périodes de sécheresse? Euh, En fait, c'est pas certain, c'est près de la majorité de je pense que en Montérégie, c'est rendu quasiment l'exception, les producteurs qui n'utilisent pas de drains souterrains. Faut se rappeler qu'on est dans les basses terres du Saint-Laurent, tu sais, on cultive dans les terres en Montérégie qui sont très, très près du niveau de l'eau. Vous le voyez, il y a le lac Saint-François, il y a le fleuve qui est juste à côté. Puis si on n'avait pas de drains agricoles, il y aurait des places où on ne pourrait pas cultiver du maïs et du soya et faire de l'agriculture. Les drains agricoles en Montérégie sont presque essentiels parce que, dans le fond, le niveau de la mer est tellement près dans les champs que en fait, c'est ça. Tu sais, les drains se permettent de rabaisser la nappe d'eau à 3-4 pieds. Tu sais, les drains là, sont mis à peu près à 3 pieds, 3 pieds et demi de profond. Là. Fait qu'ils permettent de rabaisser la nappe. Parce que si on voulait faire l'agriculture avec les équipements agricoles qu'on a, qu'on rentre dans le champ, dans des champs pas drainés, bon, on ferait encore plus de compaction. Les plantes, ils pourraient mourir parce qu'il manquerait, il y aurait trop d'eau au printemps, trop d'eau à l'automne. Fait que c'est essentiel d'avoir des drains dans nos champs pour cultiver là, dans nos zones ici, là, en Montérégie-Ouest. Là où il faut faire attention, fait que, tu sais, par rapport à... Les drains vont pas assécher les sols. Les drains font juste rabaisser la nappe phréatique. Ils sortent le surplus d'eau, mais c'est vrai qu'il y a quand même une tendance de certains producteurs dans le fond, il y a des drains historiquement qui étaient aux 80 pieds, aux 120 pieds, puis là, ils veulent en remettre entre les drains. C'est sûr que de ce point-là, oui, il faut quand même faire attention de se questionner à savoir est-ce qu'on va sortir trop d'eau, mais ça reste que c'est pas les drains
C'est pas les drains qui sortent complètement toute l'eau du champ, là. Il faut qu'au départ, l'eau soit capable de la retenir par la matière organique, par les racines, par la structure. Fait que c'est pas pour répondre à la question, là, c'est pas à cause des drains qu'on vit des sécheresses pendant l'été, là. C'est deux choses pas complètement liées, là, nécessairement, là. Mais les drains sont assez obligatoires en Montérégie. Merci. Ok, Priscilla, tu veux passer à Justine? Oui. Alors, on a vu les pratiques agro-environnementales qui permettent de réduire l'impact de l'agriculture sur les cours d'eau. Maintenant, Justine Giroux de l'UPA va nous parler d'un programme de financement qui permet aux agriculteurs d'aller chercher du financement pour certaines pratiques agro-environnementales. Donc, Justine est titulaire d'un baccalauréat en sciences biologiques et écologiques de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle est conseillère en agro-environnement à l'UPA de la Montérégie depuis 2023, où elle assure la coordination de deux projets principaux, donc ALUS, dont elle va vous parler, Montérégie et champs de céréales d'automne comme habitat potentiel pour les oiseaux champêtres en péril. Elle effectue notamment la gestion des programmes, les communications entre les divers intervenants et les producteurs, et elle assure également les suivis de terrain. Alors, Justine, parle-nous du programme de financement ALUS. Oui, donc je vais juste commencer par partager mon écran. Vous me direz quand vous verrez. Est-ce que vous voyez ma présentation? Pardon, Oui. c'est bon, ouais. Oui, ok, c'est bon. Donc voilà, je vais vous parler du programme ALUS Montérégie. En fait, là, ALUS. Oups, ok. Donc, ALUS Montérégie, là, a commencé en 2016. C'est né là, d'un partenariat entre ALUS Canada et la Fédération de l'UPA de la Montérégie. Comme je disais, là, c'est la première collectivité ALUS qui a vu le jour au Québec. Depuis ce temps-là, là, il y a 5 autres collectivités qui ont vu le jour depuis. Là, donc, il y en a une maintenant en Outaouais, il y en a une dans les Laurentides, il y en a une dans la Naudière et une en Chaudière-Appalaches. Donc, ça prend quand même de l'expansion. Puis en fait, là, la mission d'ALUS, ça va être d'aider les producteurs à mettre en place là, des solutions qui vont être fondées sur la nature, sur leur terre, pour soutenir une agriculture durable et pour favoriser la biodiversité. Donc, le programme, en fait, c'est un programme qui est national. Donc, on va retrouver des collectivités ALUS un peu partout au travers le Canada. Il y en a une quarantaine, je vous dirais, au travers le Canada. Mais on va avoir une gouvernance qui va être locale. Donc, chaque collectivité ALUS va avoir un comité consultatif de partenariat qu'on appelle. Puis c'est vraiment l'élément clé d'ALUS. Là, ça va nous permettre d'avoir nos propres orientations là, à chacune de nos collectivités. Donc, le programme va être géré localement par des producteurs agricoles, puis aussi là, par des représentants de divers organismes. Donc, c'est un programme qui a vraiment été créé par des producteurs agricoles pour les producteurs. Le comité va être chargé là, de décider des projets qui vont être éligibles au programme, puis aussi là, des fonds qui vont être alloués au projet. Ça va être le comité qui va décider des orientations, puis qui va prendre les décisions pour tout ce qui est en lien avec le programme. Puis, en fait, l'expertise variée des membres va permettre là, de prendre les meilleures décisions possibles, que ce soit là, pour le respect de l'économie, de l'environnement et de la collectivité. Donc ici, vous voyez, là, il y a les membres de mon comité ALUS Montérégie. Il est composé à majorité de producteurs agricoles. Puis on a également là, des gens là, qui vont être plus comme des agronomes. On a des gens qui vont être aussi là, issus du milieu plus environnemental. On a également là, une doctorante à l'Université du Québec en Outaouais sur notre comité. Donc, ça fait vraiment une belle brochette là, tout le monde amène leur expertise, tout le monde amène leur opinion, donc ça nous permet là, de prendre les meilleures décisions possibles pour le programme. Donc, en gros, comment que ça fonctionne? Ben, d'abord, là, il va y avoir un premier contact avec le producteur intéressé. Donc, ça peut être lors de journées champs, quand on se promène sur le terrain. Ça peut être un voisin, le bouche à oreille. Ça peut être par les syndicats locaux aussi, parce qu'on fait quand même beaucoup de représentation. Par la suite, quand un producteur est intéressé à faire un projet, ça va être soit nous, là, parmi l'équipe là, à l'UPA, ici, là, on a une équipe en agro-environnement. Là, ça va être soit quelqu'un de chez nous ou encore un promoteur
Donc, parmi les promoteurs, là, on peut avoir des OBV, on peut avoir des clubs conseillers en agro-environnement qui vont pouvoir réaliser les projets. Ça peut être aussi là, des organismes là, plus de conservation qui vont pouvoir mettre en place les projets. Donc, on va aller voir le producteur. On va pouvoir planifier le projet, lui demander c'est quoi, qu'est-ce qui intéresse le producteur, qu'est-ce qu'il désire mettre en place. Puis, on va aussi là, pouvoir faire de la recherche de financement. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est qu'avec ALUS, là, c'est pas restrictif. Là. Donc, on peut, par exemple, aller chercher un prime vert pour pouvoir payer l'aménagement. Puis, par la suite, on va pouvoir venir aussi s'inscrire là, au programme ALUS. Puis, avoir accès là, à une rétribution annuelle. Là, je vais en parler un petit peu plus loin. Donc, une fois là, que le projet est comme pensé, si on veut, on va pouvoir déposer une déclaration là, d'intérêt à ALUS Montérégie. Par la suite, on va présenter le projet au comité. C'est le comité qui va décider si le projet est éligible ou non au programme. Une fois que le projet va être accepté, va être approuvé, ben là, on va pouvoir le mettre en place. Puis, par la suite, il va y avoir une signature d'une entente de conservation qui est volontaire d'une durée de 5 ans. Donc, ce qui est important de préciser, c'est que c'est volontaire. Il n'y a personne qui est obligé ou forcé ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment le producteur qui désire participer. Puis, en fait, là, ce qui va arriver, c'est que sur une durée de 5 ans, annuellement, le producteur va recevoir une rétribution annuelle. Puis, au bout des 5 ans, si le producteur est intéressé à poursuivre, si l'aménagement est toujours en place et aussi, là, si on a le financement disponible, on va pouvoir renouveler pour un autre 5 ans. Puis, à chaque 5 ans, ça va être renouvelable. Là. Donc, ça vient vraiment là, favoriser la pérennité des aménagements au travers le temps. Donc, quand un producteur va participer au programme, ben, il va bénéficier de valorisation et de rayonnement. C'est un des points forts du programme. C'est vraiment important pour nous là, de venir faire rayonner toutes les actions que les producteurs vont mettre en place, de montrer que les producteurs en font des belles actions puis qui veulent faire partie aussi de la solution puis qui sont vraiment impliqués aussi. Ils vont pouvoir bénéficier de l'expertise et de l'accompagnement de l'UPA. Ils vont pouvoir aussi participer à des journées champs, à des journées vitrines. Quand on fait des formations, on va pouvoir les inviter également. Puis, comme je parlais tantôt, les producteurs vont pouvoir avoir accès à une rétribution financière annuelle pendant 5 ans. Puis, comme je vous disais, là, on va pouvoir renouveler les ententes là, après 5 ans pour favoriser la pérennité des aménagements. Donc, pour les projets admissibles, on va avoir des aménagements de friches, là, des aménagements en friche ou en coulée agricole. On va avoir des haies multifonctionnelles, là, fait que ça peut être des haies brise-vent, des haies brise-odeur, ça peut être du sylvopastoralisme là, en pâturage. On peut avoir des bandes riveraines élargies. On peut avoir des îlots boisés. C'est déjà arrivé qu'on fasse des bassins de sédimentation. On n'en fait pas beaucoup, mais c'est des types de projets qui sont éligibles. On va avoir des haies arbustives. On va avoir des prés puis des bandes fleuries pour les pollinisateurs. Puis, on a également là, un projet de fauche retardée du foin. Et aussi, depuis cette année, on va avoir les pâturages non broutés sur une superficie d'1 hectare jusqu'au 15 juillet. Donc, c'est pour favoriser, en fait, certaines espèces d'oiseaux champêtres là, qui sont en péril. Donc, pour être admissible, ben, il faut tout d'abord être producteur agricole, donc avoir un numéro de NIM là, avec le MATAC. Il faut être membre de l'UPA. Il faut que l'aménagement soit localisé en Montérégie. Il faut que le projet soit situé au-delà de la réglementation. Donc, comme là, on parlait de bandes riveraines élargies, donc tout ce qui va être dans le 3 mètres réglementaire, par exemple, ne sera pas éligible, mais tout ce qui va être au-delà du 3 mètres va pouvoir être déposé au programme. Et il faut que la superficie minimale soit de 0,15 hectares. Et il faut remplir une déclaration d'intérêt pour pouvoir participer au programme. Donc, dans le bas, on a différents promoteurs, là, comme je parlais tantôt, là, ça peut être des OBV, des organismes plus de conservation. On a beaucoup de clubs conseils en agro-environnement qui vont réaliser des projets avec leurs producteurs puis qui vont déposer par la suite au programme. Donc, ici, on a différents exemples d'aménagements qui ont été réalisés là, par les producteurs puis qui ont été déposés à ALUS Montérégie. Donc, en haut à gauche, là, on voit de la fauche retardée sur une superficie d'1 hectare. On va avoir des bandes fleuries, on a des aménagements de coulées agricoles, des bandes riveraines. Puis aussi, là, avec le programme ALUS, on aime beaucoup là, venir bonifier les aménagements, notamment là, en fournissant des structures fauniques comme des nichoirs. Fait que ça vient c'est quand même intéressant là, de pouvoir venir faire ça. Donc, si je vous parle un petit peu maintenant là, des chiffres,
Donc, de 2016 à 2025, c'est 219 fermes qui participent en fait au programme ALUS Montérégie. C'est 184 hectares de terre là, qui ont été aménagés pour des services écosystémiques. C'est plus de 800 000 qui ont été investis pour des rétributions sur 5 ans. Dans le fond, on a des aménagements qui ont été faits là, dans l'ensemble des MRC de la Montérégie, incluant l'agglomération de Longueuil. Puis, ben, ça représente là, des aménagements dans 84 municipalités de la Montérégie. Donc, on est quand même fiers là, de prendre, on couvre tout le territoire, puis de plus en plus, on veut pouvoir être partout en Montérégie. Donc, depuis 2016, c'est près de 26 000 arbres qui ont été plantés et un peu plus de 50 000 arbustes. Comme je disais, là, c'est 184 hectares de nouveaux projets qui ont été implantés, là, que ce soit des bandes fleuries, pré-fleuries, fauches retardées, puis des plantations d'arbres et d'arbustes. Puis, jusqu'à présent, là, on a un 55 hectares de projets qui ont été renouvelés. Donc, pour le rayonnement du programme, comme je disais tantôt, c'est un des points forts du programme, puis c'est vraiment important pour nous là, d'assurer ça. Tout d'abord, il y a le prix Dave Reed. Ça, c'est un prix à l'échelle nationale au travers de toutes les collectivités ALUS du Canada. C'est vraiment un prix qui va venir reconnaître tous les efforts qu'un producteur va mettre en place, non seulement pour les aménagements qu'il va mettre en place là, pour la biodiversité ou les services écosystémiques, mais aussi pour les cultures, la gestion de ces cultures, les techniques innovantes qu'il va mettre à la ferme. Ça peut être aussi parce qu'il va faire du mentorat avec ses pairs ou qu'il va donner des formations. Donc, c'est une très belle reconnaissance qui est offerte aux producteurs. Puis, il y a aussi, là, pour le gagnant, là, il y a une bourse là, qui est offerte. Puis, dans le fond, en Montérégie, là, on a quand même, on donne pas notre place. Là, en 2021 puis en 2023, on a eu des finalistes. Des finalistes. Puis, en 2022, là, on a eu Pierre et Paul Catlès là, de la ferme céréale d'Elbu qui ont été grands gagnants du prix. Donc, c'est quand même c'est super le fun là, pour nos producteurs. À chaque année aussi, là, nous, on va organiser avec ALUS Montérégie un événement de remise des rétributions. Donc, tous les producteurs qui vont avoir fait des nouveaux projets dans l'année, on va les inviter à venir. On va inviter tous nos partenaires financiers, tous les promoteurs, des élus municipaux. Puis, en fait, on va présenter tous les projets. On offre une conférence, puis on a également un dîner là, qui est offert. Donc, on peut faire du réseautage là, entre tous les gens qui vont être là. C'est super apprécié, c'est vraiment intéressant comme journée. Le but, c'est vraiment de venir valoriser puis de faire rayonner ce que les producteurs ont mis en place. On va venir mettre des panneaux aussi à l'us là, chez les producteurs qui vont être intéressés. C'est des gros panneaux, là, comme vous voyez en haut. Là. Ça a 4 pieds par 8 pieds, puis on va venir les mettre en bordure de route. Puis en fait, là, le but, c'est de venir démontrer que la ferme a implanté des projets sur ses terres. Puis c'est autant que c'est pour faire, dans le fond, voir au grand public que les producteurs en font des belles actions puis qui en mettent des actions en place là, pour l'environnement et qui veulent participer eux aussi. On a notre bulletin annuel là, qu'on va venir présenter toutes les réalisations qu'on a fait au courant de l'année. Donc, c'est un peu notre carte de visite. Là, on le traîne avec nous, on le partage, on le diffuse. On a réalisé au travers le temps aussi des vidéos promotionnelles, qui visent tout le monde, là, le grand public. On veut sensibiliser pour que les gens prennent conscience de ce qui se fait dans le milieu agricole. Puis aussi pour viser les partenaires financiers, les autres producteurs. Bref, on veut que ça atteigne le plus de gens possible. On a de la visibilité médiatique, souvent autant dans les médias locaux que même des fois là, dans des médias de plus grande envergure comme la presse. Là, il y a des articles qui sont faits sur les producteurs, là, sur les aménagements qu'ils ont mis en place. Puis, ben, on a notre infolette et les médias sociaux là, où on va partager là, les réalisations de nos producteurs. Donc, en 2025, on a réalisé une vidéo promotionnelle, justement. Là, c'est les visages derrière le programme ALUS Montérégie. Là, le lien ne fonctionne pas, fait qu'on pourra peut-être le repartager, mais c'est vraiment une très belle vidéo. Là, puis justement, ça vient montrer les humains en arrière de la profession puis des aménagements qui sont mis en place. Fait que c'est quand même très... Moi, je la trouve touchante, là, cette vidéo-là. J'aime bien là, la diffuser puis la montrer aux gens. Là. Donc, je vous invite à aller la regarder. On pourra peut-être envoyer le lien plus tard. Puis, dans le fond, ALUS Montérégie ne pourrait pas réaliser tout ce qu'il fait sans les partenariats que nous avons. Donc, c'est important là, de mentionner qu'on a divers partenaires. Là, donc, notre partenaire majeur, c'est bien entendu ALUS Canada.
Ben, sinon, on a différents partenaires issus là, du milieu privé, là, notamment TerraPro. On a Desjardins, Transport Bourassa. Donc, comme je disais, sans eux, ça serait pas possible de pouvoir réaliser tout ça. Puis, on a également plusieurs partenaires au niveau là, des MRC. Donc, eux aussi là, participent. Puis, en fait, non seulement ça nous permet de pouvoir aider les producteurs, mais ça leur permet aussi là, de prendre conscience de ce qui se fait sur leur territoire. Et on a également plusieurs municipalités là, qui sont partenaires financiers là, au programme. Donc, en conclusion, ben, c'est un programme qui est volontaire, qui est non contraignant et qui est accessible. On offre un accompagnement professionnel. C'est un programme qui est par et pour les producteurs agricoles. Puis, ben, en fait, là, ça offre des résultats concrets en agro-environnement. Donc, en gros, ça fait pas mal le tour de ce qui est Alus Montérégie. Je ne sais pas si vous aviez des questions pour moi. Merci beaucoup, Justine. Alors, est-ce qu'il y a des questions ici? Ben, dans tous les cas, gardez les contacts de Justine et de Marie-Ève, puis évidemment les nôtres et ceux du comité ZIP au besoin. Priscilla, tu veux peut-être dire un mot? Oui, merci aux conférencières. On a eu des beaux exemples justement de pratiques agro-environnementales pour réduire l'impact de l'agriculture sur nos rivières, nos cours d'eau et la faune aquatique. Donc, merci pour ces belles présentations. Et puis, merci à vous d'avoir participé à cette conférence web. Et Je pourrais peut-être juste ajouter que j'ai enregistré la conférence. J'ai oublié de vous demander au début de la visio si tout le monde était d'accord pour que potentiellement je la diffuse aux personnes qui l'ont demandé ou sur notre site internet ou YouTube. S'il y a quelqu'un qui est en désaccord, s'il vous plaît, me le signifier dans le chat ou tout de suite. Que vous consentiez ou vous taisiez à tout jamais. Je me permets. Voilà. Mais sinon, merci à vous tous et puis on peut se dire au revoir. merci tout le monde. Bonne journée. Merci. Au revoir, Bonne journée. merci. Au revoir. Au revoir.